Bonjour à tous très chers auditeurs, bienvenue dans l'Optimcast. L'Optimcast, c'est le podcast de la musculation, la transformation physique et le bodybuilding. L'objectif avec Romain, c'est de vous offrir des clés, des réponses ou peut-être des pistes de réflexion autour de votre pratique de la musculation au travers de la nutrition, l'entraînement et le mindset. Je suis Anthony Mergou, coach sportif, infirmier en santé mentale, pratiquant de musculation depuis 20 ans et compétiteur en culturisme naturel. Et je suis accompagné de Romain Collat, compétiteur en culturisme naturel et pratiquant de musculation depuis 8 ans. Nous avons voulu que ces podcasts soient le plus vivants possible. Ainsi, il est possible que parfois certains sujets ne soient abordés qu'en surface. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous souhaitez débattre, ou si tout simplement vous avez des interrogations, à nous les mettre en commentaire et nous y répondrons dans de futurs podcasts. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bienvenue pour l'Optimcast épisode 1. Donc là, on va simplement vous décrire un petit peu la structure pour les prochains podcasts. Donc pas la peine qu'on se représente, on l'a fait déjà en long, en large, en travers dans l'épisode 0, c'était le but. Donc aujourd'hui, alors, le gros du podcast, ça va être qu'est-ce qu'un bon entraînement. Là, on va vous parler série, répétition, on va vous parler au niveau de l'intensité, la notion de l'effort, etc., etc. On va faire tout ça, tout ça. Et du coup, avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit rituel à chaque début de podcast pour parler un petit peu de l'avancée de notre prépa avec Romain. Et puis ensuite, on va répondre, si on en a, aux questions qu'on nous a posées. Donc là, on a déjà deux petites questions qui sont vachement, vachement sympas. Alors, il faut savoir que ce premier podcast, le bon programme, il y aura ensuite la bonne diète, qui sera l'épisode 2, et il y aura le bon mindset, qui sera l'épisode 3. Et les deux petites questions qu'on a, déjà, elles vont normalement plus dans la partie mindset. Mais on va déjà en On, parler on- ici. on en reparlera peut-être plus en détail les prochaines fois, mais déjà on peut donner une petite réponse rapide pour commencer. Ça sera une bonne introduction. Ok, donc bah vas-y, Romain, l'honneur te revient. Où en es-tu dans ta On- prépa et comment ça se passe et voilà, depuis? la prépa, ça commence à bien bien dégraisser au niveau du poids. J'ai eu un peu une petite période de stagnation pendant les fêtes parce que bon, j'ai quand même un peu profité de la famille et des amis. Sans excès, tu vois, j'avais des variations de 1 kg, mais en général, quand tu as une variation de 1 kg, tu sais très bien que tu as fait seulement de l'eau. Donc, en général, en l'espace de, allez, 3 jours, tu reviens au poids initial. Au début alors je dis vacances parce que vacances scolaires, je suis prof. Au début, j'étais à 75,5. Ça a légèrement stagné pendant les 2 semaines. Suite au jour de l'an, dès le 2, je me suis bien remis après la diète. Et là, je suis déjà retombé à 74,7 environ. Ça peut fluctuer, mais je suis dans ces eaux-là. Je viens de passer sous les 75. Donc, content et pas content. Bah, content dans un premier temps parce que tu vois que le poids, franchement, je vais pas mentir, je vais pas faire genre. Franchement, ça descend tout seul. Ça descend tout seul. Après, j'ai quand même l'avantage d'être debout toute la journée, d'avoir un boulot où je cogite beaucoup. J'ai des entraînements qui durent bien 2 heures. Donc, alors la musculation, c'est pas ce qui brûle beaucoup de calories, mais entre les séries, t'es quand même debout, tu bouges. Enfin, je suis pas du genre à rester assis sur le banc, tu vois. Je bouge un peu, donc ça fait toujours un peu de mythe. Donc forcément, quand tu as déjà un bon métabolisme de base, bah ça avance très bien. Le problème, c'est que tu vois bien que ça dégraisse, le poids descend, 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 ça descend toujours. Et tu vois qu'il y a toujours quelques zones quand même qui sont récalcitrantes, avec toujours un peu de gras. Là, par exemple, dernièrement, c'était les cuisses et le bas du dos qui étaient un peu voilés. Ça s'est pas mal dégagé ces dernières semaines. Là, j'ai les veines qui arrivent sur les cuisses. Le bas du dos, c'est en train de se dégager également. Par contre, sur les poignées d'amour, c'est là que j'ai peut-être les zones les plus difficiles à sécher. Alors que pourtant, les abdos, franchement, tu verras le bas des abdos, il y a des veines, il y a des veines à crever, tu vois. Mais sur les côtés, c'est pas la même histoire. Donc, on verra comment ça évolue, mais honnêtement, au début, tu sais, tu as toujours un petit peu d'espoir. Tu te dis, tu as toujours cette histoire du ratio taille-poids en tête, en te disant, bah, normalement, un bon physique de naturel, si tu fais 1m75, c'est de faire 75 kilos bien sec. Là, c'est vraiment un gros, gros, gros physique. Et je suis en train de me rendre compte que finalement,
je vais pouvoir creuser bien plus bas que ce que j'espérais. Donc on verra ce que donnera la finalité. Mais au départ, tu as toujours l'espoir de. Bah, du coup, pour moi, ça aurait été 74 kilos, mais ça va descendre encore plus bas que ça finalement. Et oui, ma biche, tu vois, comme on disait, on a toujours Euh, plus de gras qu'on ne le croit. bah, Ça c'est le piège du régime. On a c'est ça, en fait, toujours. Vas-y. non seulement on est toujours plus gras que ce qu'on pense, mais ça veut surtout dire qu'on est moins musclé que ce que l'on pensait. C'est surtout ça qui. Ah bah non, mais c'est vrai. Tu dis on est plus gras que ce qu'on pense, donc tu es moins musclé que ce que tu croyais. C'est pas C'est le faux. piège. Hein. Après l'esthétisme, c'est avant tout quelque chose de relatif hein, et de visuel, tu vois. Donc, Après, on verra ce que ça donnera physiquement. Le but, si c'est arriver écorché, écorché, mais pour être tout plat et ressembler à rien, enfin, moi, c'est ma vision du culturisme. Je trouve que ça en vaut pas la peine. Il faut quand même avoir un résultat visuel qui soit beau à regarder. Tu vois, on n'est pas sur une compétition de rachitisme, tu vois. Donc, faut quand même que, faut trouver cet équilibre. oui, après, voilà, c'est dépendant aussi à chacun et puis aux fédérations, mais c'est vrai que il peut y avoir la performance physique de descendre très très bas en masse grasse. Après, il y a ceux qui vont arriver à conserver une très bonne masse musculaire et descendre bien bien bas en masse grasse, ce qui est un peu mon cas, moi, au régime. Mais enfin, après, c'est un peu mon point fort, on va dire, parce que j'ai pas la ligne, etc. J'ai pas un physique complètement de ouf, mais c'est vrai que je perds très peu de masse musculaire au régime pour l'instant, en tout cas. Mais du coup, voilà. Donc il y a cette performance-là, mais le but, enfin, c'est un tout, c'est d'avoir un équilibre entre à la fois ben, des belles proportions, quand même une belle masse musculaire, et puis atteindre un niveau de sèche qui fait ressortir tout ça. Mais c'est vrai que certains, à descendre à des niveaux de sèche beaucoup trop bas, en fait, ils sacrifient tellement de masse musculaire qu'ils en perdent même leur ligne, leur équilibre, l'esthétisme général. Et du coup, moi, je suis un peu. Ça, c'est vraiment relatif à chacun, mais je suis un peu comme toi, Romain. Je trouve que c'est c'est pas super chouette, c'est pas le culturisme que j'aime. Je Ouais. préfère un physique un peu moins sec, mais plus globuleux, plus gonflé, plus plein, que des physiques de mecs à la ramasse, quoi. Mais Et ça, puis, après, voilà. t'as aussi l'aspect psychologique. Hmm. Alors, oui, c'est bien d'être sec, mais on fait avant tout quand même la compétition pour se faire plaisir. Si tu arrives sur scène, que tu es complètement rincé, tu es amorphe et finalement tu profites même pas de ton moment, est-ce que vraiment ça valait le coup de faire tout ça pour même pas profiter de l'instant T? C'est, pour Ouais, je moi, suis ça en assez vaut pas d'accord. la peine. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je vous ai vendu le truc, hein, Ouais, à tous. Je préfère que vous y alliez un peu plus cool, surtout que c'est une première pour la plupart d'entre vous. Et même pour moi d'ailleurs, c'est une première en tant que coach. Mais voilà, pour l'avoir vécu, vaut mieux y aller cool pour une première, découvrir le truc, et puis voir si ça plaît ou pas, plutôt que de se mettre une misère et puis de s'en dégoûter direct, quoi. ouais, puis faut quand même bien garder en tête que, enfin, c'est une compète tout nu en slip sur des planches, quoi. Enfin, le résultat ne changera rien à notre vie, donc autant le prendre à la légère. Alors pour autant, on se donne à fond avec l'objectif de gagner, évidemment. Mais avant tout, c'est le plaisir qui prime. Bien sûr. Oui, oui, enfin, là-dessus, complètement d'accord à 200%. Et Euh, toi, et Manteau? puis, attends. Ouais, mais il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Tu vois, tu as parlé justement de l'après-Noël, l'après-fête, et je sais que c'est un truc qui angoisse énormément de monde. Tu vois, et j'ai pu le voir Ouais. chez mes élèves. Et en fait, enfin, sauf si vous y allez vraiment, vraiment hardcore, mais Ouais. globalement, ça a très, très peu d'impact et c'est très, très vite régulé. Dès que vous revenez à la diète, les gens prennent en moyenne 1 à 2 kilos dans ces Et t'as eaux-là. de la pote. Il y a de la flotte et oui, oui, il y a beaucoup de flotte forcément. On mange très salé, on va manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. On va faire aussi plus de rétention, on va peut-être aller moins à la salle, etc. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, si vous êtes en compétition et que vous avez une compétition dans un mois, il va falloir choisir, Ah forcément. oui, non, Et mais là. je le dis clairement, il va falloir choisir entre les fêtes et la compète si c'est au mois de février, mais c'est rarement au mois de février. Mais le truc, c'est que pour des gens qui font de la muscu normalement, ça n'aura aucun impact sur votre pratique au long terme. Et souvent, ça sera régulé. Alors, ça va dépendre de comment vous fonctionnez, mais le but, justement, c'est de trouver une stratégie par rapport à ça pour revenir à votre poids de base, mais ça va très très vite. En réalité, c'est pas des kilos de graisse qui se sont accumulés. Sauf si vous y avez vraiment été comme des cochons. Mais souvent, on fait deux, trois repas. Allez, quatre si on a une famille
si les parents sont divorcés, etc., qu'on va un petit peu à droite à gauche, mais bon, globalement, voilà. Et puis tu as parlé d'un autre truc voilà, qui était super intéressant, on en a discuté, mais c'est on a toujours plus de gras à perdre qu'on ne le croit. Et on a tous des zones de stockage. Alors les mecs, effectivement, c'est souvent le bas du dos. Voilà. Et en fait, ce qui se passe chez Romain, je pense, et ce qui est surprenant, enfin ce qui le surprend un peu, c'est que Romain, il a une répartition très très égale du gras. Et du coup, en prise de masse, ben, même quand il est un peu gras, ça lui donne quand même un aspect vachement esthétique, parce que du coup, le gras est très très bien réparti de partout. Et du coup, donc, bah, ça le rend, il rend énorme et tout, bien bien réparti. Et bah, je vais prendre mon cas perso. Moi, à contrario, je vais stocker à donf. Je stocke quasi rien sur les cuisses et les bras, très très peu. Et vraiment, donc c'est les premiers trucs qui se dessinent très rapidement chez moi. Et par contre, j'ai plutôt tendance à stocker au bide. Mais le fait est que, du coup, quand je décoine très très vite des hanches et du bide, et donc je me retrouve très très vite sec. Alors que quand je suis en prise de masse, je parais dégueulasse et on dirait que j'ai plus du tout de ligne. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont rigolotes à voir comme J'ai ça. envie de te dire, comment est-ce que tu étais lorsque tu étais enfant? Parce que moi, j'ai toujours été vraiment une brindille. Donc forcément, quand tu as été gamin et que tu jamais vraiment fait de gras, quand ça vient pour la première fois, c'est quand même un peu plus épargné, quoi. Ah, c'est ça, complètement. Complètement, parce que moi j'étais gros petit, et tu vois une Mm. photo de moi quand j'étais petit, j'avais les cannes comme ça, enfin comme ça, donc je le montre à la caméra, mais en gros j'avais rien sur les jambes et les bras, au niveau de masse grasse par rapport au reste, et c'était tout concentré sur le torse. Vraiment le torse, le bas du dos et tout. Et en fait, j'ai toujours gardé cette répartition graisseuse. Donc même quand je prends du gras, de toute façon, je prends que là. Je me voile vachement ici et j'arrive toujours à garder une toute petite découpe des cuisses et même un petit peu des bras. Et puis bah voilà. Mais bref, Ouais, bah, ça c'est des je te choses. dis ça parce que j'avais en tête une photo de toi à la plage, je crois. Donc, bah, malheureusement, même avec les années historiques, on ne change pas qui on est, quoi. Non, c'est clair. Bah non, non, non. Après, on part. En fait, il faut se dire qu'on. Mais ça, c'est répercutable à plein de choses, hein. C'est répercutable aussi, mais on en parlera dans la partie mindset, mais aussi Ouais, en ouais. psychologie, hein. On choisit pas vraiment qui on est, ce qu'on est. On choisit pas l'environnement dans lequel on grandit. On choisit pas nos parents. On choisit pas tout notre entourage qui vont. En fait, on est le fruit de notre environnement, mais même en matière, en termes de psychologie. Voilà. On le voit beaucoup dans tout ce qui est cognitivo-comportemental, etc. Et finalement, on choisit pas grand-chose. Et vous verrez dans la partie mindset, on en parlera un petit peu, mais on choisit pas, par exemple, d'aimer la muscu. Enfin, pas vraiment. Mais bref. Et puis, donc, tu m'as posé la question. Donc, moi, à la base, je voulais pas faire la compète, tu le sais. Mais Moi alors, il non y a eu plus. plusieurs choses. Oh, ouais, mais c'est pour toi. Vraiment, c'est pour toi. À 200%, franchement, parce que les compètes, bah, c'est forcément quelque chose qui est très, très, très impactant dans la vie perso. Faut le dire clairement, hein. Bah, j'ai beau bien supporter le régime, je deviens quand même irritable, j'ai tous les effets au bout d'un moment. Je peux pas. Après, je m'y mets à fond, donc je peux pas manger au resto ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est compliqué. Et du coup, bon, j'avais décidé de pas en refaire. Après les championnats de France, parce que j'avais le sentiment que j'étais arrivé au bout du truc, que je m'étais prouvé ce que j'avais à me prouver, etc. Et puis, j'ai un pote, Jérôme, là. C'est un mec qui est plus accro à la binge qu'au sport, mais bah, je suis salaud parce qu'il était pompier de Paris. Mais ce mec-là, il me dit ah, il y a quand même comme un petit goût d'inachevé, Anto, franchement, je pensais que t'allais aller plus loin. Ah, ça m'a titillé un peu l'ego, mais j'ai dit oh, je m'en fous et tout. Et il me connaît bien, il m'a dit ça, c'est un de mes meilleurs potes. Après, j'ai Rudy aussi, qui m'a dit oh, Anto, je pensais que t'allais faire les championnats du monde quand même. Oh, voilà, t'aurais pu faire un truc sympa et tout. Enfin, au niveau même médiatiser un petit peu ça. Donc, je lui dis putain, salaud, il met la pression et tout. Et quand Romain on en a discuté, quand on s'est vu, Romain il me dit oh, je sais pas si après les France, machin. Et comme, enfin, je trouve que Romain il a un gros potentiel pour moi, en tout cas. J'ai dit putain, faudrait qu'il poursuive. Et en gros, c'était la chauffe. Bah, ça m'a servi d'excuse aussi quelque part parce que comme Oui. ça me permet. Ouais. Non mais faut le dire, ça me permet de vivre un truc sympa aussi, tu vois, j'ai envie aussi, et je me dis, si je suis avec toi, il y a Fabrice aussi, qui est un de mes élèves, que je vais retrouver là-bas, enfin voilà, retrouver un peu l'ambiance et tout, pour des championnats du monde, je lui ai dit, parce qu'il commence à me dire, ah, je sais pas, qui c'est,
ouais, après la perf et tout. Je lui dis, allez mec, tu l'as fait, je l'ai fait. Et du coup, c'est parti comme Tu ça. limites bien. Ouais, je sais. Et du coup, c'est parti comme ça. Et bah voilà, c'est comme ça que je me retrouve à faire une petite prépa. Ah, c'est vrai qu'en plus, si potentiellement on est dans la même catégorie et qu'on est vraiment l'un contre l'autre dès la première scène, voilà, c'est sympa, quoi. Ouais, ça va être Mais cool. honnêtement, oui, tout seul, je l'aurais pas fait, ça m'aurait pas motivé. Donc, si on est deux. Ça va être bien. Non, mais si, ça va être bien. Romain vient de mettre ses écouteurs, du coup, pour qu'on améliore un petit peu le son. C'est pour ça qu'il y a eu un petit cut. Comme ça, vous n'avez pas eu la petite discussion entre. Et puis voilà. Donc, du coup, on s'est lancé comme ça et ça va être bien cool. Et de toute façon, ça va être un bon moment. Enfin, moi, personnellement, et je pense que la plupart des gens, enfin, en tout cas que je suis, ils y vont surtout pour passer un bon moment, s'éclater, vivre un truc. Certains y vont pour la découverte, voir si ça leur plaît ou pas. Et puis, c'est le principal, quoi. Voilà. Donc, Mais faut vraiment bien garder en tête qu'il n'y a rien à gagner, tu vois, quand on parle des défaites. Alors, là, c'est un peu facile pour moi de tenir ce discours dans le sens où je sèche assez facilement et je suis quand même à 5 mois de l'échéance. Mais est-ce que vraiment qu'est-ce qui est le plus important en fait pour vous? Est-ce que c'est vraiment votre compète, vous êtes dédié à 100% là-dedans, ou est-ce que bah, la compète c'est bien beau, mais bon, vous avez quand même la famille, les amis, et que c'est quand même peut-être ça aussi le plus important. bah oui. Bah, Après, tout est une question de timing. Tu vois, moi par exemple, ma compagne a son anniversaire en mars. Ah bah, en mars, mars pour avril, tu te doutes bien que ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. attention, hein. Non, je rigole. Non, bah, après, ouais, voilà, en fait, c'est des choix à faire. Quand on a un objectif de compétition, certains disent, ouais, il faut y aller à fond, etc. C'est pas vrai, vous n'êtes pas obligé d'y aller à fond. Enfin, vous pouvez y aller avec. Il faut faire des choix. Il faut faire des. Enfin, je veux dire, vous soyez pas premier à la compète. Globalement, pour la plupart des gens, ça changera absolument rien à votre vie. Par contre, les moments que vous allez passer où vous allez être désagréable avec votre entourage, avec vos enfants, avec votre compagne, ça va les marquer. En fait, c'est des choses qui vont les marquer. Les moments que vous n'allez pas passer entre amis, c'est aussi des choses qui vont bah, marquer vos amis, et puis qui vous vont peut-être même vous emmerder, peut-être sur le moment, mais ça va vous empêcher peut-être de vivre des bons souvenirs, de vivre des bonnes choses, peut-être même d'avoir un projet, on ne sait jamais, des petites choses comme ça avec eux. Et en fait, du coup, c'est là où il faut aussi. Ok, il y a des sacrifices, mais il faut savoir quel sacrifice on est prêt à faire, en fait. Enfin, pour la compétition. On va peut-être Mais tu, passer tu aux sais que questions. Ouais, pardon, vas-y. quand on va publier ça, on va nous tomber dessus, hein. C'est sûr et certain, t'as des mecs qui vont dire, waouh, vous racontez n'importe quoi, vous avez pas de motivation, enfin, mais des mecs célibataires sans enfants, hein. On en Ça va être ça, parlera hein. on en Ça va être comme parlera de la ça. motivation dans la partie mindset parce que ça aussi, c'est un truc qui me On en gonfle. parlera, ouais. En musculation, je trouve que les gens sont, ils sont hautains. Je trouve que les pratiquants de musculation, c'est pas tous, pas Ouais, tout le monde, mais je trouve qu'il y a un beaucoup. comportement un petit peu, on dirait que tu fais de la muscu, tu fais un truc exceptionnel. Enfin, tu sais, tu fais un truc qui, waouh, tu vois. Et les gars, redescendez. Tu Ouais. sais, il y avait des trends comme ça sur, bah d'ailleurs, on va en parler Ouais, ouais. peut-être un peu feed game et tout, mais il y avait des trends comme ça où, tu sais, ils disaient pendant qu'eux, ils sont en boîte, et ben moi, je suis à la salle. Ah, tu sais, mec, je sais pas où est, où est la maladie mentale entre passer son samedi soir 20h, 22h à la salle ou passer son samedi soir avec des amis, tu vois. Enfin, et puis ça fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu fais pas de sport en fait. Enfin, ça fait pas de toi quelqu'un de moins bien ou quelqu'un d'inférieur, tu vois. Parce que des fois, il y a ce côté un peu condescendant. Voilà. Condescendant du mec Ouais, qui non, fait mais de la oui. musculation, du mec qui a des connaissances en nutrition, machin. Enfin, il y a un moment. Déjà, en plus, ça bouffe le discours, ça te rend. Tu vois, t'as pas envie. J'ai pas envie d'écouter quelqu'un qui est condescendant dans son domaine, tu vois, qui te prend pour un con, en fait. Tu vois. J'aimerais bien savoir s'il y a la même chose dans les autres sports, tu vois. Parce que je me dis, d'un côté, la musculation, ça touche à l'apparence physique, donc l'ego est peut-être beaucoup plus mis en jeu. Je suis pas convaincu que, par exemple, quelqu'un qui aime courir ou faire du kayak ou du basket ait le même discours. Alors, ça, Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'en sais absolument rien. Ouais, je sais pas. Mais on passe aux questions. ouais, on va passer aux questions. On Allez. va, on va y répondre assez succinctement, parce que du coup, pour pas emboliser tout le podcast, et puis c'est vraiment une introduction, parce qu'on va vraiment reparler dans le mindset. Donc, première question, qu'est-ce qu'on pense du feed game actuel par rapport à l'ancien? Mais enfin, c'est un peu la question. Vas-y, Romain. Je te laisse commencer. Je Je te commence? laisse Ok. commencer. Alors moi, je serais Ouais. peut-être moins tranché, je pense. Mais
Pour moi, il y a du. Alors après, ça dépend qui on suit aussi. Parce que forcément, on va pas suivre les mêmes personnes. Moi, il y a une partie que j'aime pas. J'aime pas tout ce qui est spectacle, personnellement. Je pense qu'il faut s'en méfier de ça. Il faut avoir beaucoup de recul sur tout l'aspect spectacle du feed game. Enfin, Oui. les mecs qui se montrent, etc., qui vous vendent qui vous apportent aucune connaissance, pardon. Les mecs qui vous vendent des belles phrases, etc., de la forme, du marketing. Parce que le but, globalement, si on veut marcher sur les réseaux, soit vraiment on va marcher parce qu'on est un expert et qu'on vend qu'on donne beaucoup de qualité. Et encore, hélas, c'est pas eux qui marchent le mieux. Mais surtout, faut vous vendre du rêve, clairement, vous vendre de l'émotionnel. Vous savez, quand on vous vend un parfum, on vous vend pas l'odeur du parfum, on vous vend éventuellement ce que peut. Enfin, on vous vend le luxe, par exemple. Quand il y avait les pubs Axe, les vieilles pubs, les vieux connaîtront. Oui. Quand il y a 15 000 meufs qui vous courent après parce que vous mettez de l'Axe, on n'est pas en train de vous vendre l'odeur du Axe qui pue d'ailleurs. C'est pas. Voilà. On est en train de vous vendre le fait que vous allez séduire, que vous allez plaire, en fait. C'est un peu ça. Et en musculation, aujourd'hui, dans le feed game, bah, il y en a ils font exactement ça. Ils vous vendent un lifestyle, un machin. Ils vous font croire que avoir plus de muscles ou faire de la muscu, ça va vous apporter ça. Ce qui, globalement, est faux. D'accord. Vous n'allez pas être un dominant parce que vous êtes plus musclé, vous n'allez pas devenir un surhomme parce que vous êtes plus musclé, vous n'allez pas gagner en virilité ou je sais pas quoi parce que vous êtes plus musclé en fait. Ça vous appartient surtout à vous. Et ça, c'est des changements psychologiques, ça peut engager plein de choses. Alors effectivement, bien dans son corps, ça va jouer, mais pas que. Bref. Et donc sur le feed game, donc bah il y a du bon et du mauvais. Alors personnellement, évidemment, même chez les gens que je personnellement, hein, là, on parle de notre avis, donc je dis je, mais chez les gens que je suis, ben je suis d'accord avec des choses et pas avec d'autres parce que j'ai pas la même expérience, j'ai pas le même vécu. Je vais plutôt rester sur le positif. Chez les gens que j'aime bien, Lucas Guif, je trouve que le discours est vrai. Par contre, je trouve qu'il m'est pas du tout adapté à moi. Par exemple, qui suis père de famille et qui a une vie active bien remplie, et on peut me dire ce qu'on veut, quand on veut, on peut, blablabla. Alors, Non. faut que je fasse attention parce que ça aussi, c'est les réseaux sociaux, tout est décontextualisé. Donc, si hors contexte, on va dire, quand je vois des trucs sur les 20 000 pas, machin, je me dis, quelqu'un qui voit ça, il se dit, putain, je dois faire 20 000 pas pour rester sec. Moi, franchement, je me dis, quand est-ce que je vais faire mes 20 000 pas? Aujourd'hui, j'ai réussi à en faire 10 000, c'est exceptionnel. Je rentre le soir, des fois, j'en ai fait que 5 000 dans ma journée parce que bah, j'ai taffé, j'ai emmené mes petites à l'école, j'ai pas eu une heure, puis j'ai essayé de m'entraîner en muscu parce que c'est quand même mon objectif prioritaire. Ben, en fait, ma journée, elle se termine à 9h30, 10h du soir, quand j'ai couché mes gosses. Donc, j'ai pas envie de me foutre sur un tapis pour valider encore 15 000 pas à 10h du soir. Je préfère me mettre dans mon lit, dormir, pour aller m'entraîner le lendemain à 5h30. Parce que la réalité, c'est ça. Personnellement, je vais essayer de m'entraîner hyper tôt, avant le taf. Donc, les pas, bah, c'est sûr que je peux pas les faire tous les jours. Et les jours, personnellement, où je m'entraîne pas, j'ai envie de dormir. Parce que sinon, j'ai une dette de sommeil et le sommeil est plus important. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Après, j'aime bien les frères gallois. Même si je trouve évidemment, c'est toujours pareil, il faut recontextualiser les choses et pas forcément prendre. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont admiratifs d'un modèle, etc. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup sur les méthodes anglo-saxonnes de bodybuilding, de ce que j'en connais en tout cas. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, hein, mais comment Jordan Peters, tout ça, un peu à la Dorian Yates aussi, le low volume, grosse intensité, etc. Ce qui peut marcher à un moment de la pratique, etc. Mais pareil, à recontextualiser tout le temps. En tout cas, voilà, eux, c'est leur façon de faire et je pense qu'il y en a qui s'y retrouvent, hein. Très bien. Et puis voilà, après, il y a des influenceurs qui sont beaucoup là pour apporter de la connaissance. Enfin, je sais pas des influenceurs, c'est dans le feed game, il y a des gens qui sont là pour apporter de la connaissance et eux, ben, je trouve qu'ils sont vraiment une valeur ajoutée. Tu vois, des Gun-Deal, qui fait partie du feed game malgré lui, hein, quand même, il est connu. Ouais. Rudy, des gens comme ça voilà, qui apportent vraiment des choses qui font réfléchir, qui peuvent être intégrées complètement dans la pratique, qui vont vous pousser à aller loin quand même dans votre réflexion autour de la musculation. Et puis par rapport à avant, ben, quand je suis arrivé, moi perso, il y avait personne, il n'y avait pas YouTube. Donc moi je suis un vieux, hein, et enfin vieux entre guillemets. Et du coup, j'ai connu quoi? J'ai connu bah, l'arrivée de Thibaut InShape. J'ai connu Lucas Gouif, Tagiz sur les forums SP et sur des forums privés. Voilà. J'ai connu Bodytime aussi, les débuts, les premières vidéos super physiques, tout ça. Et bah, globalement, quand même, ouais, c'était déjà la plupart des mecs, à part Thibaut, c'était des coachs souvent. Et
Il y a du bon et du pas bon. Moi, tout ce que j'aime pas, c'est cet aspect très voilà, marketing. Ce truc de bro. Les mecs, tu les entends parler, enfin, tu captes direct que c'est de la broscience, tu les vois bosser, les mecs, parce qu'ils ont des putains de physiques, ils sont chargés, machin. Et c'est pas parce qu'ils sont chargés, hein, qu'ils sont dénigrés. Par exemple, j'aime bien Pierre Le Sueur, qui lui prend des produits dopants. Et je mets tout de suite un truc parce que sinon, on va me faire chier avec ça, comme on m'a déjà fait chier dès que j'ai mis un C'est truc. sûr. Pierre Le Sueur, par exemple, qui est très très pertinent dans ce qu'il peut amener. Voilà, je suis pas d'accord non plus avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, forcément. J'ai mon expérience, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de très bonnes choses. Mais t'as des mecs qui sont chargés et ils capitalisent sur leur physique, donc ils font des très belles vidéos, machin. Ils ont un très bon montage en plus, etc. Par contre, tout ce qui t'apporte en termes de connaissances, putain, mais je suis désolé, mais c'est de la merde, quoi. Et des fois, c'est de la merde. Je suis très ouvert hein, sur les techniques d'entraînement, mais il y a des fois, il y a des trucs, c'est quand même grotesque. C'est vraiment réinventer la roue, inventer des exercices, te dire de faire un truc, mais tu te dis, pff, enfin, putain, comment tu peux mettre ça en avant, en fait et voilà, et puis il y a des extrêmes qui se côtoient parce qu'il faut faire de l'extrême. La dernière fois, je voyais des élévations latérales, full cheaté, machin. Pourtant, je cheat mes mouvements, hein. Je suis pas quelqu'un qui bosse super propre, tu vois. Mais là, je voyais ça, je disais, non mais, mec. Et en plus, tout le monde dans les commentaires lui dit, ça sert à rien. Le mec, il justifie encore, tu sais pas. Mais en fait, c'est le feed game. Le problème, c'est que il y en a qui veulent percer à tout prix. Et le fond est complètement déconnant. Enfin, voilà. À toi, Romain. Euh, comment, euh, comment dire les choses gentiment? Euh, non, enfin, moi, je vais être honnête, je trouve que c'est misérable. Je suis désolé de le dire comme ça, mais honnêtement, je trouve le niveau misérable. Euh, Pas pour tous. On est d'accord que, par exemple, on a des références communes. Lucas Gouif, enfin, moi aussi, j'ai adoré suivre ses prépas c'était quoi, 2015, 2016, quelque chose comme ça. Hmm. C'est même lui qui m'avait un peu ouvert les portes du culturisme. C'est la première fois que je voyais ça, tu vois. C'est en partie également pour ça que je me suis vraiment remis à fond dans la muscu. J'avoue que j'ai totalement décroché depuis quelques temps parce que le discours, en fait, il se dirige pas vers un mode de vie qui sera le mien. Enfin, Lucas, il a plus de 30 ans, il a pas d'enfant. Enfin, t'as vraiment l'impression que tout est axé sur l'aspect musculation. Après, je dis ça, je le connais pas personnellement. Hein. Ça se trouve, il cache bien son jeu, il a une femme, des gosses, on sait pas. Mais je remets pas du tout en question ce qu'il dit. C'est très pertinent, mais c'est pas tout simplement pas applicable à mon quotidien. En fait, ces conseils ne sont pas pour moi, tout simplement. Voilà. En fait, Même il si faut c'est se très demander. pertinent, c'est pas pour moi. Hmm. Ce qu'il faut se demander tout le temps, c'est est-ce que la personne que vous suivez, est-ce qu'elle vous parle à vous? Je pense que c'est la première chose à faire. Est-ce qu'elle me parle à moi? Est-ce qu'elle parle à la personne que je suis, à la vie que j'ai? Et voilà. Enfin bref. Et ça, tu vois, typiquement, c'est le problème des frères gallois, pardon, qui sont très pertinents, mais je trouve que, enfin, surtout le petit frère, ils sont pas toujours très bons pédagogues. C'est-à-dire qu'ils vont donner des conseils qui sont excellents, mais parfois je me dis, bon, bah, c'est excellent pour moi, mais quand je vois en salle de musculation, et ça arrive de plus en plus, des types qui ont 18 ans, qui font des top 7 back off set avec 5 minutes entre chaque série et que je vois des barres à 60-70 kilos, je me dis, bon, en fait, les, les gens n'ont pas compris que ces conseils n'étaient pas pour eux, quoi. C'est toujours, en fait, c'est toujours le problème, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le gros problème aujourd'hui, c'est de savoir enfin, à quel moment on vous parle, quand est-ce que le conseiller est pour vous, quand est-ce qu'on s'adresse à un débutant, quand est-ce qu'on s'adresse à un intermédiaire, à un confirmé, quand est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a, entre guillemets, que ça à faire de s'entraîner, de récupérer, où tout est optimisé, ou plutôt à la personne qui a une vie professionnelle ou familiale chargée, qui a du mal à concilier, je sais pas, vie de couple familiale, professionnelle et entraînement. Ça, c'est vraiment le problème, en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'on vous parle. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi tout l'aspect marketing. En fait, on va être honnête avec Anto, là, sur tous les podcasts, on va pas réinventer la roue. Si vous vous entraînez depuis 15 ans, mais franchement, tout ce qu'on va vous raconter, vous l'avez vécu vous-même. Il n'y a rien de miraculeux. Bon, pensez bien qu'en fait, sur Internet, on veut votre argent, on veut votre temps. Donc, on va mettre des mots un peu savants pour expliquer des choses très simples. Enfin, je pense par exemple dernièrement à la tension. C'était quoi là? On en avait parlé. Tension d'étirement et de contraction, ou je sais plus quoi. Les exercices à Enfin, forte tension de contraction et à forte tension c'est d'étirement. ça. Ouais. Ça, c'est encore, je trouve, des choses très élaborées pour expliquer enfin, des notions qui en fait sont très simples et se découvrent dans la pratique.
Après, d'un autre côté, on a aussi les escrocs purs et durs. Je vais peut-être pas citer de nom, mais on en a tous déjà vu sur Internet. Enfin, moi, j'ai plein de noms en Enfin, tête. mais non, mais il y en a des mecs comme ça où tu te dis, en fait, tu regardes ce qui est proposé en vidéo et tu te dis, mais est-ce que ces personnes-là s'entraînent? Ou est-ce que ces personnes-là se sont déjà entraînées naturellement aussi? Mm. Parce que des fois, c'est vraiment. Et après, on a également tout l'aspect, ouais, l'aspect divertissement. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me branche. Alors peut-être que ça plaît à des personnes parce que ça les motive. Honnêtement, moi, j'ai pas besoin de vidéos comme ça pour me motiver. Enfin, aller m'entraîner, c'est mon plaisir de la journée. Tu vois, on en reparlera sur le mindset. Mais j'ai pas besoin de vidéos comme ça pour entretenir la flamme, on va dire. Ça me passe un peu au-dessus de la tête. Donc ouais, c'est pour ça, moi, j'ai un regard assez critique. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier. Non, bah, je le préviens à l'avance parce qu'on va certainement me tomber dessus. Mais c'est pas pour moi. Ah, et puis après, c'est pas. Alors attention, parce que ça, on sait aussi. Nous, on n'est pas suivi par beaucoup de monde, donc ça va. Mais on sait aussi ce que ça peut avoir comme répercussion. On n'a rien contre les gens eux-mêmes, on juge le contenu là. Ouais, pour mettre du relief sur ce que j'ai dit, Lucas, je l'ai suivi pendant des années. Les frères gallois, j'écoute tous leurs podcasts, j'aime bien. Et puis, tu sais, il y a un peu l'aspect campagnard dans lequel je me reconnais et qui me fait rire. Enfin, Pareil. je critique, mais je suis le premier à écouter. Hein. Donc, Bah, on a une expérience différente. Et comme là, il y a des gens qui seront pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit. Justement, avec Romain, on insiste bien aussi sûr. beaucoup là-dessus. Le but, c'est qu'il y ait du débat aussi. Parce que vous savez, on évolue tout le temps, toujours. Donc voilà. Et puis, la deuxième question, du coup, on passe à la deuxième. C'était est-ce que les coachs de force, enfin sportifs, sont des professionnels de santé? Je suppose que j'y vais. Ah ouais, je peux y aller en premier si tu veux, mais Ouais, vas-y, à toi alors. n'importe. Vas-y. Non, moi je pense que c'est quand même un gros problème de se substituer. Souvent, c'est les kinés. On va pas se mentir, c'est souvent soit le médecin généraliste, soit le kiné qui prend un peu cher. Alors bon, effectivement aujourd'hui ne pas bouger parce qu'on a un petit bobo, blessure. Effectivement, oui, c'est pas le top du top, mais n'allez pas non plus trop sortir de vos, enfin, si vous êtes coach, de vos prérogatives. Traiter une blessure sans être vraiment spécialisé dans le domaine, je pense que c'est possible si on a eu vraiment la même blessure. Faut vraiment qu'on ait eu la même et qu'on ait trouvé la solution, qu'on s'en soit sorti. Non, mais je dis ça, c'est vraiment pour donner des pistes. Mais après, au-delà de ça, on- pour moi, on peut pas vraiment conseiller ou soigner quelque chose qu'on n'a pas vécu dans sa chair, tu vois. Et puis encore, quand je dis conseiller, soigner, c'est vraiment en surface, vraiment pour mettre le pied à l'étrier sur, je sais pas, peut-être un peu de mobilisation, d'étirement, de massage, mais vraiment léger. Et ça se substitue pas à un professionnel de santé. Mm. Ça, c'est vraiment que l'amorce. Après, si vous avez mal quelque part, il faut aller voir quelqu'un. Complètement. Complètement. Et puis, alors là, on parle de douleur, mais tu vois, le modèle de la douleur, c'est très très compliqué. Donc, même même blessure, Ouais. une blessure, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la même chose pour tout le monde. Ensuite, c'est biopsychosocial aujourd'hui. Le modèle qui est établi, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ça peut être une cause biologique, donc ça peut être, je sais pas, je me suis pété la jambe, j'ai des raisons d'avoir mal, tu vois, mais juste la douleur, juste pour parler de la douleur, même d'une blessure. Une blessure, elle peut être indolore, déjà il y a ça. Ensuite, donc le modèle de la douleur, pardon, biopsychosocial, il est très complexe parce que bah, psycho, ça peut être. Moi, j'ai vu des gens dépressifs quand j'étais en CMP. Bah, quand quelqu'un est dépressif, et pourtant les gens avaient les mêmes pathologies, des hernies discales. Il y en a un qui devait avoir, je me rappelle encore, une grosse compression nerveuse, soi-disant. Le mec avait absolument rien parce que bah, psychologiquement, il se sentait mieux. Et alors que l'autre, qui était dépressif et qui avait une toute petite hernie discale, on lui disait que soi-disant ça n'appuyait pas, enfin qu'il n'y avait pas lieu d'avoir autant de douleur. Le mec, il Mm. souffrait de martyrie, il pouvait pas dormir la nuit. En fait, il disait j'ai mal au dos, c'est un truc de fou, etc. Bon, et puis il y a le sommeil, bon voilà. Et puis social, bah parce que, alors social, moi je l'entends comme ça, j'ai pas revu le modèle depuis un moment, mais en gros social, c'était bah parce que bah, ça va dépendre aussi de ce que tu fais de ton quotidien. C'est-à-dire que si tu fais de la muscu et que tu es handicapé pour faire de la muscu parce que tu aimes faire de la muscu, tu vois, tu vas pas avoir le même Forcément. handicap avec la même douleur que le mec qui rentre chez lui, qui se met par exemple sur le canapé et qui reste assis parce qu'il s'en fout de faire de la muscu, tu vois. Donc il y a ça aussi qui joue. Donc ça, c'est juste pour le modèle de la douleur déjà. Donc je vous laisse imaginer, en tant que coach sportif, on n'a pas du tout les capacités pour gérer ça correctement. Déjà pour nous, c'est compliqué en tant que personne de le gérer pour soi-même. Donc pour les autres, c'est du boulot.
Et puis, Ouais. moi, il y a une autre tendance qui me. Alors, souvent, moi, je parle de psychologie, mais quand je parle de psychologie, attention, je me substituerai jamais à un psychologue, etc. Parce que c'est un truc aussi que je fais avec mon coaching, mais c'est quelque chose qui est naturel, parce que ça fait 11 ans que je suis infirmier en psy, même plus. Maintenant, ça va faire presque 14, 15 ans. Et du coup, c'est quelque chose qui est un peu inhérent. Voilà. Quand j'ai des élèves, ben, je fais de la psy. Enfin, ça m'appartient, quoi. Je peux pas faire sans. C'est toi? J'ai toujours l'analyse, etc. Voilà. Par contre, je ne suis pas psychologue. Je n'utilise pas des techniques très précises de psychologie pour régler des problèmes psychologiques chez les personnes. J'utilise le sport. Je sais que le sport, c'est un bon moyen d'améliorer, comme je le disais au tout début du podcast, on peut changer d'apparence physique et y trouver des compensations. Je sais aussi que ça va répondre à des besoins, le sport, mais j'utilise le sport. Je suis coach sportif. Évidemment, on fait un peu de diète à côté. Et pourtant, même là-dessus, des fois, j'ai du mal à le dire parce que je ne suis pas diététicien. Les diététiciens ont plus de compétences que moi sur la diète, c'est évident, c'est évident. En fait, des fois, je pense qu'il faut aussi la dernière fois, je voyais des coachs sportifs qui se disent experts en TCA, un trouble du comportement alimentaire. Je pense que les mecs ne savent même pas ce que c'est. Avoir des troubles du comportement alimentaire, c'est pas simplement avoir une petite fringale le soir ou des fois avoir une petite tendance à culpabiliser un peu sur la nourriture. Non, non, des troubles du comportement alimentaire, c'est des vraies pathologies qui sont prises par des équipes pluridisciplinaires, donc psychiatres, psychologues, diététiciens, coach sportif éventuellement parfois, mais pas un coach sportif tout seul en fait. Et ça aussi, je tiens à le dire, c'est pas parce que vous avez été patient, c'est hyper important que vous êtes fort. Mm. Alors, vous avez votre mot à dire, vous pouvez parler de la maladie, évidemment. Il y a des pères aidants, on le voit en psychiatrie, etc. Mais pour autant, vous n'avez pas les compétences forcément de soigner quelqu'un. C'est pas parce que tu as un diabète que tu es expert en diabète. C'est hyper important à comprendre. Tu as ton vécu de la maladie, c'est chouette de le partager, mais ne te prends pas pour un expert ou quelqu'un capable de soigner ou de gérer un diabète. En fait, déjà, c'est des pratiques dangereuses. En fait, rien que ça, c'est des pratiques dangereuses. Moi, j'ai eu des gens, j'ai une personne diabétique, je peux l'aider un petit peu sur la nutrition, tout ça vite fait, mais par contre, à aucun moment, je me suis substitué à son endocrino, ce qui peut faire rebondir sur des choses sur le dopage aussi. Ne vous prenez pas pour des endocrinologues, s'il vous plaît, parce que même eux, je crois qu'ils ne savent pas faire doper des gens, hein. Voilà, bref, petit aparté, parce que, comme je le dis souvent, rien contre les dopés, mais contre le dopage et ceux qui se prennent pour des experts du dopage, franchement, je me méfierais beaucoup. Faites très attention à ça aussi. Bref. Est-ce que même il y a une seule personne qui comprend vraiment ce qu'elle fait dans ce milieu-là? Ah, ça, je sais pas. On en discutera si tu veux dans la Ouais, partie. ouais, on en discutera, mais moi j'ai surtout l'impression que les mecs tirent tous à l'aveugle. Ça, j'en sais rien, Mais je bon. sais pas. Mais après, moi, ouais, enfin, j'ai énormément, énormément de doutes. Enfin, franchement, je prendrais pas le risque. Je ferais confiance à personne par rapport à ce truc-là, quoi. Mais bon, C'est clair et ça net. après, chacun ses choix. Juste un petit point vite fait. On peut être contre le dopage et pas forcément contre des personnes dopées. Il y a ça aussi un amalgame qui est fait. Par exemple, enfin, je pense que la plupart des gens qui n'en consomment pas sont contre la drogue ou l'héroïne. Pour autant, ils ont rien contre les héroïnomanes qui souffrent de cette merde et qui sont plutôt des malades, entre guillemets, des gens en souffrance. Voilà, je dis pas ça pour les doper, j'en sais rien. Je vais pas faire le profil psychologique des personnes qui se chargent. J'aurais pas cette condescendance, mais en tout cas, il y a quand même une nuance. Et puis, on a le droit d'être fier d'être naturel et de le revendiquer. Ça aussi, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que là, aujourd'hui, on a complètement inversé le truc, les valeurs. Là, c'est n'importe quoi. Je me suis pris, j'ai pourtant très peu de monde, mais il y en a un qui m'a fait une remarque parce que j'ai eu l'audace de dire que ça faisait 20 ans que je m'entraînais et qu'il y en a qui prenaient de la picouse pour avoir mon physique, alors que moi, je l'avais fait en 20 ans et que j'en étais fier d'avoir tenu 20 ans de longévité dans le sport. Enfin, les gars, on peut être fier quand même d'être naturel, d'être resté naturel. Voilà. Je raconterai des anecdotes une fois. Je discutais avec des dopés dans le sud, c'était chouette. Mais bref, prochain podcast. Pardon. On passe à la suite du coup sur le bon entraînement. Allez, Allez, qu'est-ce qu'un bon entraînement? On va rester quand même en surface parce qu'on va aborder certaines notions sur lesquelles on pourrait s'attarder pendant des heures. oh ouais. On va essayer de faire vite parce qu'on en est déjà à 40 minutes d'intro, donc Ouais, mais on va essayer d'envoyer un peu quand même. c'est intéressant aussi, c'est des questions qu'on nous a posées, donc c'est vrai. Enfin, moi je trouve ça chouette, je trouve Oui, ça même des fois mieux que de choisir un sujet si c'est des questions qui vous intéressent et tout. bien sûr. Voilà, c'est plutôt sympa. Du coup, un bon entraînement, tiens Romain, c'est quoi? Et ben pour moi déjà la première notion du bon entraînement, c'est l'entraînement qu'on a plaisir à faire. Non mais c'est évident et j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même déjà la base de la base. En fait, par exemple,
vous avez aujourd'hui de plus en plus de personnes qui se mettent à la musculation pour se transformer physiquement, comme si c'était le seul chemin à suivre. Enfin, je veux dire, des sports, il y en a à l'appel. Si en plus vous voulez simplement perdre du poids, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que la musculation. Et pour autant, tout le monde choisit cette voie. Alors après, aujourd'hui, ça se comprend quand même beaucoup. Les salles ont poussé comme des champignons. On en a quasiment tous à côté de chez nous. C'est ouvert très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Donc il y a la facilité d'accès. Ça, c'est clair et net. Et puis, Euh, il y a aussi Vas-y. l'esthétisme qu'on vise. Oui. Et les gens veulent être musclés. Bah, Enfin, les gens qui font de la muscu, je pense que l'objectif, c'est d'être musclé. oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Parce que Mais le sport, il peut pas forcément apporter ça. Oui, oui, vas-y. si vraiment déjà vous voulez durer, il faut au moins avoir plaisir à faire votre entraînement. Euh, Mm. et avoir plaisir à faire l'entraînement, c'est pas toujours le plus optimal. Enfin, moi, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, le plus optimal, ça serait peut-être, vu certaines charges, d'être sur des machines un peu tranquilles, sécurité avant tout. Bah, ça me botte pas. En fait, j'ai pas envie, je prends pas de plaisir. Enfin, si c'est pour faire de la chest press en unilatéral avec du tempo, non, moi, j'ai une grosse barre de coucher, je vais envoyer, et puis voilà, c'est comme ça que je prends mon pied. Mais c'est aussi pour ça que j'ai progressé, c'est parce que ça fait 8 ans que je fais quelque chose que j'aime. Bah, là, je te rejoins. Mais complètement, le premier truc, c'est d'avoir de la constance. Et pour créer de la constance, il faut aimer ce que vous faites. C'est con, il faut aimer. Enfin, je veux dire, les mecs parlent tout le temps de discipline. Ça aussi, on démontrera dans la partie mindset, ça me gonfle. Ça me gonfle. Parce qu'en fait, ça aussi, Mm. ça fait partie de la Ouais, condescendance des mecs en muscu de parler de discipline. Parce que c'est cool la discipline. Par contre, dire que je vais m'entraîner parce que j'ai des besoins psychologiques, ça fait beaucoup moins surhomme, tu vois. La discipline, ça fait surhomme, ça fait guerrier, tu vois. Bref, mais on en discutera parce que, voilà. Franchement, ça, c'est un truc qui me gonfle. Mais la première chose, oui, c'est ouais, d'aimer ce que vous faites. C'est d'y trouver un intérêt. Et enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Si vous allez à la salle pour avoir un top physique, mais que vous faites que des trucs que vous aimez pas, que vous passez sur des machines parce qu'on vous a dit bah, c'est mieux de faire ça, 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 vraiment dans l'optimum de votre truc. Et puis moi, je vois, je me fais encore avoir, tu vois. J'essaie toujours d'aller dans un optimum, j'essaie toujours de peaufiner. Et en fait, je me fais tout le temps. Bah là, encore une fois, hein, je me suis fait baiser, très clairement. J'ai voulu ça prend progresser un jamais. truc et en fait, je me fais chier. Je me fais chier, je reviens vite à ce que, tu Bah vois, je vais oui. revenir en fait à ce que je fais tout le temps. C'est-à-dire que je vais me remettre à faire du coucher. Je vais me remettre à. Là, tu vois, je me suis mis au front squat, donc mes séances jambes, je les adore. Mais je vous donne un exemple, hein. Moi, j'ai jamais aimé faire les jambes. Personnellement, je déteste faire les jambes. Je trouve ça me gonfle, ça se voit pas. Très clair, hein, très clair. Quand un mec me dit j'aime pas faire les jambes, je dis ouais, je comprends. Par contre, j'ai toujours aimé un truc, c'est faire du squat. Le squat, l'haltéro, du sprint, des trucs comme ça, j'ai toujours kiffé. Ben, en fait, j'étais pas forcément fait pour faire du squat, mais en fait, ce qui m'a fait faire les jambes pendant des années, c'est de faire du squat. Tu vois. J'aimais le défi mental aussi. Donc, du coup, quand je faisais des séries de 3x20 à la presse, je me disais putain, il y a un petit défi, quoi. Tu vois, il y a un truc sportif, il y a un défi, je vais devoir m'arracher et tout. Ça me motivait. Mais faire les jambes en tant que tel pour avoir des grosses jambes, ça me cassait les couilles, ça me plaisait pas, tu vois. Je vais me foutre sur une Mais machine d'haltéro. est-ce que sur ton physique, les jambes, c'est vraiment ton gros point fort? Bah, j'ai quand même des bons. Enfin, franchement, pour les insertions que j'ai quand même des bons quads. Ouais, Après, oui, non, mais oui, je veux dire, mais non, non, clairement. on les met à côté de tes dorsaux, par exemple. Tu vois ce Ah, que je veux dire? non, non, bah non. Parce que, par exemple, on dit, ah, quand on veut, on peut, mais en général, on a quand même surtout plaisir à faire ce pour quoi on est doué. Bah Enfin, ouais. moi, par exemple, tu vois, j'adore faire les jambes. J'ai deux gros jambons de Bayonne en guise de quadriceps. Forcément, j'adore faire les jambes. Après, tu me dis, ah, bah, faut faire, non, mais après, tu me dis, oh, faut faire du rowing pour le grand dorsal et tout. Bah, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ah ouais. Ouais, clairement. Moi, ce que j'aime, tu vois, c'est j'aime bien faire le haut du corps et c'est ce qui ressort le plus, tu vois. Et j'aime encore plus travailler mes points forts. Forcément, ça gonfle. Je suis énorme. Je me regarde dès que je fais le dos, voilà. Mais Bah oui. et du coup, ça, c'est des trucs qui me tiennent à la salle. Donc, du coup, bah, pour faire les jambes, j'ai fait ce que j'aimais faire, c'est-à-dire du squat, faire de la perf, faire de l'haltérophilie. Ça m'a toujours tenu à mes entraînements de jambes. Aujourd'hui, bah, je me Hmm. modère, mais en fait, globalement, tu vois ma séance jambes. En fait, j'arrive pas à faire de mouvement parce qu'en fait, je fais du squat ou du bel squat. Ça, je l'aime bien, tu vois. Ça, c'est le truc que j'ai repris à la salle. C'est un truc qui me plaît parce que je mets lourd, j'ai l'impression de faire un squat. J'aime ça. Mais un peu d'explosivité aussi, j'aime bien. Et après, je vais faire de l'isolation parce que, en fait, me faire une progression sur des fentes, tout ça, les fentes, ça me pète les couilles. Non, mais très clairement, hein. Tu vois, tout ça. Et au bout d'un moment, Bah je me dis, oui. ok, je vais faire une compète. J'ai envie, je peaufine des détails. S'il faut faire des fentes, j'en fais. J'en ai fait pendant très très longtemps. Des fentes bulgares, toutes les fentes que tu veux. Mais globalement, je me dis, vu l'état où j'en suis actuellement, et par exemple, tu
tu vois, je vais pas me faire chier. Et déjà avec les jambes, j'ai fait 2 fois par semaine. Donc voilà, bref. Donc carrément, la consistance. Et du coup, j'enchaîne pour embrayer sur un autre truc. Pour moi, l'autre truc important, c'est, et je sais que, alors, en fait, j'aime pas ce classement. Alors, il n'y a pas de classement. On va plutôt mettre ça sur un pied d'égalité, mais pour moi, Mhm. l'idée, c'est de, avant même la personnalisation et tout, parce que la personnalisation, c'est important au bout d'un moment aussi. Ça vient plus tard. Ça vient plus Ouais, ça tard. vient plus tard. Il y a le plaisir, et je sais pas ce que tu en penses. Après, il y a évidemment avoir un programme cohérent, mais qui va te faire progresser au long terme de Mhm. manière sécuritaire quand même. Parce que si vous Est-ce voulez garder du que, plaisir à l'entraînement, il faut aussi quand même que vous vous blessiez pas, globalement. Donc, en, en parlant de programme adapté, est-ce que pour toi, il y a certains formats qui seraient plus adaptés à tel ou tel type de personne? Si par exemple, on fait une distinction entre débutant, intermédiaire et confirmé. bah, alors, le débutant, pour moi, il faut qu'il parte d'une base. Après, vous partez de celle que vous voulez, mais pour moi, la base la plus saine, globalement, et ça, c'est admis, je pense, par tout le monde, vous choisissez par. Alors là, je vous donne le truc concret, il n'y a aucun problème avec ça. Vous choisissez un mouvement par muscle qui vous plaît, que vous aimez, que vous sentez bien, ok? Et puis, vous le bombardez 3 fois par semaine en full body, clairement. Et puis, quand vous sentez, après, il faut le faire aussi comme ça. Quand vous sentez que ça bloque, la progression, elle bloque, les séances sont trop fatigantes et que les derniers mouvements, ils Mhm. commencent à en pâtir. Vous passez un half body. Donc, vous pouvez rajouter quelques exercices un petit peu à côté. Et puis, une fois que ça, c'est le schéma très très classique de progression vers un programme split, parce que moi, je suis pour le split. Et puis, quand Mhm. vous arrivez à la fin de ce half body de la même manière, et ben, vous passez à un split. Donc un split, c'est-à-dire où on va encore plus casser le programme, entre guillemets. On va se retrouver avec que certaines parties du corps travaillées. Voilà. Ce qui permet d'ajouter du volume sur ces parties-là, d'aller justement là, on commence à pouvoir se dire, bah tiens, je vais aller taper quelques points faibles, mais ça arrive des fois au bout de 6 mois, 1 an de pratique, par exemple. Par exemple, parce qu'on peut garder un half body même très très longtemps, hein. Là, je dis 6 mois, Ouais. ça peut même être plus. Et puis bah, ensuite, donc là déjà on peut arriver à un niveau un peu intermédiaire. Après, ce qui va faire l'intermédiaire, bah, ça va être un peu sa progression, qui va au fil du temps et des années, il va peaufiner ses mouvements, tout ce qu'il est en train de faire, etc. Parce que pareil, il n'y aura pas 15 000 mouvements qui vous plaisent, vous n'avez pas changé de programme tout le temps, hein. Donc en fait, Mhm. c'est surtout à ça qu'on reconnaît un intermédiaire. Il acquiert aussi la capacité de pousser l'effort très très loin en restant gainé, en restant dans le muscle, etc. Bref. Et puis quand on est avancé, normalement, on fait les adaptations et il y a même au-dessus du niveau avancé, ben, il y a avancé dans la pratique tout court, et là, il va falloir faire des adaptations parce que il va y avoir la vie quotidienne qui risque de changer, il va y avoir l'âge, il va y avoir donc les facteurs biologiques, et puis il va y avoir plein de trucs, vous allez peut-être vous blesser, il va falloir tout le temps réadapter un petit peu l'entraînement. Ce que moi, j'essaye de faire en faisant des tests, parce que c'est aussi un truc que j'aime, mais voilà. Globalement, ça c'est pour moi, en tout cas, le fil qui se déroule pour les gens en musculation. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, d'accord à 100%. Je vais peut-être ajouter juste un peu de nuance sur le départ. Effectivement, le full body, c'est la porte d'entrée par excellence en musculation, on va dire. Pour autant, il me semble pas déconnant de débuter avec un half. Alors, pas un split. Je trouve que le split, c'est vraiment pas adapté. Vous avez pas assez de répétitions de votre mouvement pour vraiment l'ancrer nerveusement. Par contre, un half, pourquoi? C'est plus par contrainte de temps qu'autre chose, parce que le half body, on a peut-être des fois vite fait d'y passer 2 heures ou plus, ou voire 3 heures. Le problème, c'est l'échauffement, quand il est fait correctement. On s'échauffe le haut du corps, on fait la séance haut du corps, donc déjà là, ça prend un moment. Ensuite, il faut se réchauffer le bas du corps, il faut se relancer. Oui. En général, on est déjà un peu bien entamé, bien grillé. On sait comment ça marche, hein. T'es fatigué, tu manques de temps, l'échauffement, hop, ça passe à la trappe et on avance. Donc, troquer une fréquence x3 pour du x2, ça me semble pas non plus fatal, tu vois. Hmm. Ça peut s'envisager, de mon point de vue, ça peut s'envisager. Oui, complètement. Je pense aussi que ça dépend beaucoup du passif sportif, ça, personnellement. Oui, C'est-à-dire que si aussi. t'es un mec qui vient de la gym, forcément, autant te dire qu'au bout de. Je vois les gymnastes, ou même des rugbyman que je coach un peu, ou j'en ai quelques-uns, et enfin j'en ai deux. Et des gymnastes, forcément, ils se mettent sous une barre pour eux. C'est ultra simple comme mouvement, donc en fait, ils acquièrent le truc en 2-2 et ils peuvent vite passer des étapes.
carrément. Donc, J'imagine que l'équipe, tu les mets sur des tractions ou des dips, enfin, ils s'envolent, quoi. bah, même sur un Ils coucher, s'envolent. pour eux, c'est. Ouais, T'imagines un mouvement de bah, bien coucher. sûr. Mais C'est ça. du coup, donc là, on a parlé du bon programme, on va dire, avec évolution dans le temps, éventuellement. Alors évidemment, attention, Ouais, c'est en surface, hein, il y a plein d'adaptations à faire, il y a plein de personnalisations déjà qui peuvent arriver, ouais. mais c'est un gros Globalement, schéma, un bon classique, grosse ligne ce directrice. qui va un peu tout prédéterminer, c'est surtout la récupération, en fait. Quand est-ce que vous ne récupérez plus et que vous êtes obligé de passer à l'étape suivante? Voilà, Parce tout à que fait. franchement, tant que quelque chose marche, essayez de tirer avec le plus longtemps possible. Hmm. Carrément. En fait, il faut pas chercher. Ah oui, un truc important, il faut pas chercher. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de formule miracle. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret. Je vais le répéter 15 fois, je m'en fous. Il n'y a pas de secret. Putain, ça c'est hyper important. J'ai des gens qui viennent me voir avec un niveau. Jordan, coucou. Ils viennent me voir avec un super niveau. Il a un très très bon niveau. Il a fait du SP très longtemps. Il a un bon niveau. Mais il croit encore des fois qu'il y a un secret et il le dit, hein. Et il n'y a pas de secret très clairement. Ce qui va compter, et là voilà, je mets le point sur un autre truc, c'est progresser. Progresser, et progresser, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller progressivement vers de l'intensité. Ok, donc ça voilà, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui parlent que d'intensité. Vous inquiétez pas, dans une progression, un cycle de progression comme nous on l'a fait pendant très longtemps, Ouais, il y ouais. a de l'intensité. Mais l'intensité, elle doit être méritée. En fait, ça, c'est aussi des choses que les gens ne comprennent pas. Passer sur des top 7, back off 7, par exemple, qui sont en fait de la grosse intensité, ça doit être mérité dans la pratique. Quand on voit par exemple Denis Gallois, dont on parlait tout à l'heure, il me semble que je l'ai vu faire un bench à 200 kilos. Alors, je ne sais pas comment il a fait ça, ni comment il y est arrivé. Je ne veux pas décontextualiser, mais je me dis, quand on a un bench à 200 kilos, qu'on gère une instabilité de Ouais. 200 kilos à bout de bras, peu importe qu'on soit en prise de masse, machin, ou adapté, on se met sur une machine, avec un mouvement guidé, on peut pousser hyper loin sa série à l'échec sans bouger. Quand je vois des débutants, justement, étant parlé au début, qui se mettent à griller les étapes en pensant qu'il y a un mystère, un secret, et qui se mettent à faire des top 7, back off 7, avant même d'avoir fait une progression logique en charge, etc., qui va avec des relations volume-intensité, les mecs, qui se mettent à faire des top 7, back off 7, ils bougent comme des vers de terre sur la machine en se tortillant dans tous les sens pour pousser la rep. Les gars, ça ne... Qui est une légère triche voulue, ok, mais là, ça ne sert strictement à rien, en fait. Clairement, votre rep, en fait, ouais, là, vous faites de la perf, de l'ego, ça sert à rien. Et en fait, c'est un juste milieu. C'est-à-dire que, déjà, c'est d'autres notions, mais les techniques d'intensification, ça aussi, en parler, ça se mérite. Et ça arrive à un moment de la pratique de manière logique et voulue. Voulue. Quand on triche, c'est voulu. Quand vous faites n'importe quoi sur une machine, parce que bah, vous n'arrivez pas à pousser tout simplement, vous êtes à l'échec postural, ben non, c'est pas voulu en fait, vous faites de la merde. C'est clairement, voilà, à mon sens, à certains niveaux. Bah, on reparlera de l'explosivité sur ce qui est une bonne série. Mm. Est-ce que tu veux passer à ce qui est pour toi un bon exercice? Bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Après, je sais pas si toi. Ouais, on a un peu amorcé. J'ajouterais peut-être juste les notions quand même de sécurité et stabilité. Pourquoi? Parce que le bon exercice, c'est quand même celui sur lequel vous allez pouvoir progresser pendant longtemps. Euh, Enfin, pour ceux qui ont déjà consulté mon carnet d'entraînement sur SP, prenez il y a 5 ans, prenez aujourd'hui. Je pense que 2 tiers des exercices, ils n'ont pas bougé, hein. Le bench, il est toujours là. Le squat avant, il est toujours là par intermittence. Les épaules, ça a toujours été les mêmes exos depuis peut-être 8 ans. Enfin, j'étais sur la version alter, après je suis passé sur poulie, mais en fait, ça ne bouge pas, quoi. Vous pouvez pas changer, enfin, on peut pas espérer changer d'exercice toutes les séances ou même toutes les 2, 3 semaines et espérer progresser. En fait, c'est comme, imaginez quand même un judoka qui répète une prise 2 fois dans l'année. Comment est-ce que vous voulez maîtriser cette prise si vous la répétez seulement 2 fois dans l'année? Il faut vraiment inscrire le mouvement dans la durée pour progresser dessus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on reparlera de l'intensité, mais on peut pas toujours non plus forcer comme un bœuf et espérer que la progression descende du ciel comme ça. Voilà. Parce que, Ça marche pas comme ça malheureusement. donc, notion importante, la progression. Et donc, la progression, elle doit se faire
à l'aide de bons exercices avec une vision au long terme. Une vision au long terme, c'est la santé, donc c'est-à-dire que l'exercice ne doit pas vous nuire. Évidemment, il doit vous être approprié pour votre objectif aussi, et il doit vous apporter du plaisir. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le squat, par exemple, moi, c'était plus du plaisir, c'était pas le plus approprié. N'empêche que ça m'a fait travailler plein de choses, du coup, qui m'ont servi. Mais clairement, si je voulais juste des grosses cuisses, le squat, c'était pas le meilleur exercice. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas des cuisses énormes qui sont en retard. Mais voilà. Globalement, voilà, c'est le bon exercice, comme tu le dis, ben, c'est un exercice qui nous fait plaisir. C'est un exercice qui est plus ou moins sécuritaire. Et donc ça évolue avec la pratique. Et c'est un exercice ben, qui répond à l'objectif, globalement. Mais c'est pareil pour le bon programme, pour la bonne diète, pour tout, hein. Mais on en parlera. Ouais, ouais. Petite précision également, si là je m'adresse vraiment en conseil pour les personnes qui bougent beaucoup professionnellement, sont amenées à changer de salle, ouais, etc. Essayez quand même de privilégier les exercices libres. Pourquoi? Parce que les machines, vous n'êtes pas sûr de les retrouver. Même si vous les retrouvez, ben, 2 axe squat matrix, c'est pas forcément le même modèle, la même année, les mêmes réglages. Ça, vraiment, ça peut foutre en l'air une progression. Enfin, déjà que je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu changes de bande développé couché, déjà rien que là, tu sens la différence. Alors, imaginez une machine. Ouais, Donc, clairement. faites attention. Mais les gens, ils vont dire qu'on est des ayatollahs, hein, parce que nous, on est à fond progression. Donc, en fait, même là-dessus, pendant des années, alors moi, j'ai un peu lâché prise là-dessus, mais c'était des trucs, fallait qu'on ait les mêmes paramètres, qu'on s'entraîne sur le même matos, la Bah même oui. salle pour progresser. Ouais, c'était un peu extrême. Mais Mais parce que, ouais, carrément, mais je parce suis que d'accord sinon, avec toi. tu vois bien qu'il se Oui, passe rien, sinon, en fait. bien sûr, bien sûr. Après, voilà, c'est aussi ça la force, peut-être aujourd'hui des fitness parks et des basic fit, c'est qu'en fait, bah, si vous voulez, alors pour le coup avec notre méthodologie du moins, ben finalement comme tu dis, il peut y avoir des disparités de matériel, mais Hmm. globalement on arrive quand même à retrouver les mêmes matos et du coup à Ouais, progresser c'est sur les sûr. mêmes bancs, les mêmes trucs, les mêmes machins, même quand on est en déplacement. Voilà, c'est sûr que c'est un gros avantage qu'on peut avoir quand on fonctionne comme nous. Donc carrément. Et pour Mais toi, après, chercher la progression, t'es quand même un peu obligé de passer par là pour les gains musculaires et ah, même les bien sûr. perfs. Enfin, je sais pas toi, mais si demain je lâche mes cycles de progression, Ouais, je suis un peu oui, feignant, tu vois, mais je vais m'entraîner un peu, mais tranquille, quoi, tu vois. Je vais pas forcer. Pourquoi j'irais me mettre la misère alors que je pourrais très bien faire ma séance pépère, je rentre, je suis bien, et puis basta, tu vois. oui, non, mais carrément. Après c'est oui, après ça, c'est notre vision aussi de la muscu, mais je suis complètement d'accord avec toi dans le sens Oui, où voilà, la progression, elle doit se faire. Enfin, si on veut vraiment progresser, ça doit se faire à l'aide de plein de paramètres, etc., qui doivent rester un peu stables et fixes. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas cette possibilité-là et ils peuvent quand même progresser. Par contre, il va falloir trouver, bah, comme on disait, des stratégies intelligentes et comme tu dis. C'est sûr que par exemple, avoir des exercices. Enfin, il y avait quelqu'un qui était en déplacement et qu'il ait des exercices, enfin, chez mes élèves, et qu'il ait des exercices barres et haltères, ça l'aidait quand même beaucoup. Bah, parce que, comme bah oui. on disait, il s'entraînait dans un basique. Bah, ouais, c'était peut-être pas la meilleure salle de son coin, mais c'était l'endroit où il pouvait aller quand il était en déplacement aussi dans divers coins de la France. Il pouvait toujours en trouver un. Et du coup, bah, ça lui permettait de poursuivre sa progression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et effectivement, je pense que ça, c'est plus efficace que d'aller dans une salle high-tech que tu vas retrouver que dans ton coin. Et si tu es en déplacement 5 jours sur 7 dans ta semaine, ben, ta salle high-tech, bah, déjà, tu n'auras pas accès. Mais si tu as accès, non, mais si tu as accès de manière un peu comme ça, impromptue, et que tu fais que des machines Bah dessus, oui. que tu trouves que là-bas, bah, enfin, ça paraît logique en le disant. Ouais, tu peux pas progresser, tu peux pas avoir une évolution au long terme, c'est pas possible. Ouais. Et pour toi, c'est quoi une bonne série, du coup? Euh, alors, ça va être très tranché. Je précise que je mets de côté toute notion de point faible, de débutant confirmé qui est trop fort pour ses articulations. Là, je parle, on va dire, je m'adresse aux débutants et encore, non, on va dire que je m'adresse aux semi-débutants et à l'intermédiaire. Pour moi, c'est tension mécanique, la charge, stress métabolique, le volume et explosivité. C'est pour ça que j'ai mis de la nuance, parce que l'explosivité, si vous avez un point faible, bah, vous êtes bien rendu compte que ça fonctionne pas vraiment. Mm. Après vient le problème de cumuler les trois en une seule fois. Mm. Euh, Bah, c'est là qu'on va commencer certainement à parler des séries longues, j'imagine. Ouais. Enfin, je pense que toi comme moi, on a quand même
abuser et abuser des séries longues sur pas mal de groupes musculaires pour progresser. Enfin, moi, les cuisses, j'ai vu une différence notable. Hein. Quand tu as mangé 4 fois 20 sur une presse à cuisses, je peux t'assurer qu'à la fin de l'année, tu as des cuisses. Hein. Ça progresse. Donc, Et là, tu vois, je veux rebondir là-dessus pour aussi faire cogiter les gens. Les gens, ils disent oui, c'est les 5 dernières répétitions, aujourd'hui, il y a des études, machin, etc. Bon, c'est pareil, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, tes répétitions vont pas être exécutées de la même façon quand tu as 5 reps à faire. Et je te donne un exemple, même une presse à cuisse ou autre, tu as 5 reps à faire, ou tu en as 20, tu vas pas faire tes premières répétitions de la même façon que tu vas faire tes dernières en forçant. Tu vas pas avoir le même rythme aussi, la même vitesse d'exécution. Tout ça, en fait, les facteurs de l'hypertrophie, c'est quelque chose qui est, il y a de la mécanotransduction, il y a plein de phénomènes. Et c'est pas, je vais casser de la fibre sur les 5 dernières reps, je vais envoyer le message sur les 5 dernières reps. C'est pas aussi simple que ça. Peut-être que demain, on découvrira, parce que ça, c'est pareil, on sait pas comment prendre réellement de la masse musculaire rapidement. Ça, c'est les derniers, c'est peut-être des secrets encore à découvrir. Voilà, en muscu, s'il y a des secrets, c'est ceux-là. Mais pour l'instant, de ce qu'on sait de l'entraînement, on les a pas découverts. Gundy en parlait très bien dans un podcast. Bref, donc même ces choses-là aujourd'hui, voilà, parce que on peut reparler des réseaux par rapport à ça aussi, les études et tout, mais on le fera pas tout de suite. Mais on va pas trop digresser. Mais en gros, voilà. Et, en fait, il faut bien que vous ayez en considération que il n'y a pas de, enfin, chaque plage de répétition, chaque plage va entraîner une demande, une adaptation et va entraîner plein de facteurs derrière, que ce soit la vitesse d'exécution, le tempo, et ça va nous permettre plein de choses. Parce que comme tu le disais, l'explosif, ben, peut-être que faire 10 répétitions très explosifs et puis d'aller progressivement vers des répétitions plus lentes à cause de la fatigue, qui sait, c'est peut-être plus productif pour prendre du muscle que de faire 5 répétitions lourdes à une vitesse moindre, même si on a la volonté d'aller vite. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura des trucs là-dessus. ouais. Il y a des gens très old school qui disaient, par exemple, il y a très longtemps, ouais, ça sert à rien pour faire du 8-12, tu vois, faire du 6-12, tu vois, il y avait ce vieux truc qui Non, circulait mais comme ça. attends, 8-12, Aujourd'hui, c'est pour non. ceux qui, des fois, regardent leur exécution quand vous filmez, vous avez déjà regardé le timer sur 8 répétitions de développé couché. Voilà, le temps sous Ça tension. fait même pas, enfin, ça fait même pas 15 secondes d'effort. Mhm. Enfin, c'est ridicule. C'est Mhm. ridicule. Donc, imaginez par exemple les épaules qui sont par exemple un muscle qui réagissent quand même super bien au volume. Vous faites des séries de 8 aux élévations latérales, mais en fait, vous avez fait 13 secondes d'effort. En fait, il y a rien. Enfin, je veux pas être méchant ou cassant, mais en fait, vous avez rien fait, Mhm. honnêtement. Bah, je suis d'accord avec toi. Donc, comme Non, tu mais disais, le temps sous tension, la tension d'étirement, donc la charge, le temps sous tension, le temps qu'on maintient cette charge. Et du coup, ben, voilà, une bonne série. et toi, Elle doit essayer de cumuler tous ces trucs t'en- en fonction t'en de penses quoi de l'explosivité? l'explosivité. Mais Toi, à titre personnel, moi, ton faut pas me expérience dessus. demander. Moi, Non, mais je travaille hyper explosif tout le temps. J'adore ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas faire du lourd. J'aime mieux faire des séries longues. Pareil, parce que je sais que je peux envoyer, en fait, et je sens mieux mes muscles comme ça, en faisant des séries plus longues, parce que du coup, je peux envoyer, je peux mettre plus de vitesse, et je sais pas, je sens beaucoup mieux mes muscles comme ça. bah Après, oui. je les sens moins en lourd, enfin en lourd, je vais pas dire que je les sens pas du tout, mais j'ai moins le ressenti. Puis, putain, ça me fait serrer les dents de le dire, tu vois, j'ai la niaque rien que de penser au mouvement. Mais du coup, ça m'hype plus, tu vois, de passer sur des séries. Alors attention, notion importante, série longue, ça veut pas dire qu'on fait. Nous, on utilise beaucoup le reste-pause. Moi, je Ouais. ne sais plus faire de série sans reste-pause. Très clairement, tu me parles de RPE, mais RPE, c'est tout avec mes RIR, RPE, comme vous voulez. Les reps en réserve, on appelle ça. C'est tout à base de reste-pause. C'est-à-dire que je sais sur chaque exo Mhm. combien il me reste de reps en réserve à chaque fois que je vais aller au reste-pause. Mais en fait, on va toujours au-delà de l'échec, hein, réellement. Donc, du coup, Bien sûr. même avec Mais reste-pause, des fois, une série à la presse, en fait, on est à l'échec à 12 reps, mais on reste-pause jusqu'à aller à 20, voire à 10, des fois jusqu'à aller à 20. Là, ça fait mal. Et voilà, ça c'est une nuance importante, mais voilà. Donc une bonne série, tu disais, explosivité, donc tempo plutôt explosif pour toi, enfin qui te permet d'être explosif, qui te permet d'avoir un bon temps sous tension et qui te permet d'avoir une bonne charge finalement, donc tenir une charge longtemps de manière explosive, en gros. oui, c'est ça. Après, bien ça, enfin, faut bien quand même prendre en compte que la charge, c'est important d'avoir une charge lourde,
mais une charge qui vous permet de faire 20 répétitions, souvent ça peut rester une charge lourde. Enfin, par exemple, je sais pas, si un gars qui est très fort au coucher, par exemple, admettons, il fait des séries de 20 au coucher à 100 kilos. Bah, 100 kilos, c'est peut-être, entre guillemets, léger pour lui, sauf qu'en fait, ça reste 100 kilos, quoi. Mm. C'est quand même, c'est pas de la petite charge. Donc, faut arrêter de réfléchir, en fait, à ce qui est lourd ou léger pour moi, mais plutôt réfléchir en termes d'absolu. Qu'est-ce qui vraiment met de la tension sur ma structure? Tout à fait. Ça me paraît quand même beaucoup plus bénéfique que de réfléchir sur le ressenti. Je pense qu'on a vite fait d'être induit en erreur quand même là-dessus. Bah, en fait, c'est une relation, c'est-à-dire que, alors, la relation volume-intensité, en fait, et il y a une relation temps sous tension charge. C'est-à-dire que au bout d'un moment, justement, un bon cycle de progression, normalement, ça ne va pas se faire sur forcément une séance, ça doit se faire aussi peut-être dans le temps sur un bon cycle de progression. Il doit permettre d'arriver à ça, c'est-à-dire que au début, vous allez avoir peut-être un temps. Alors, je vous donne un exemple, il peut y avoir plein de façons de faire, mais en gros, au début, vous allez avoir un gros temps sous tension. D'accord? Avec une tension d'étirement qui Mm. va être moindre. Au fur et à mesure, vous avez choisi de faire monter la tension d'étirement, donc faire monter la charge. Et ben, au fur et à mesure que la charge va monter, le temps sous tension va diminuer. Par contre, il doit rester dans un cadre, dans une norme, enfin une norme, dans un cadre qui va être, alors qui va être dépendant en plus de votre structure. Donc c'est ça, c'est à la fin la personnalisation des cycles de progression. Bon, ça arrive quand on a un niveau avancé, mais elle est là aussi. Juste pour parler de ça aussi, d'ailleurs, c'est vachement intéressant, cette petite digression mais rapide. Dites-vous, un mec qui a les bras longs, un mec qui a les bras courts. Le mec qui a les bras longs, Ah il aura oui. forcément plus de trajets au coucher. Donc il va avoir un temps sous tension avec moins de répétitions qui va être beaucoup plus long. Alors après, est-ce qu'il recrute bien ou pas? J'en sais rien, on s'en fout. On parle vraiment dans l'absolu. Il a les bras longs. Il va avoir plus de trajets, donc il va avoir un temps sous tension naturellement plus long avec moins de reps. Donc on peut penser qu'il va bénéficier de 6 reps, comme l'autre va bénéficier, avec des bras très très courts et une très grosse cage par exemple, il va bénéficier de 10 reps. Vous voyez la différence? Ça aussi, ça joue vachement, en fait. Mais par contre, on peut même penser, alors après, on va très loin, qu'il y a des adaptations différentes. Parce que le temps passé dans une phase du mouvement, attention, c'est complexe, va être différente du temps que l'autre passe dans une phase du mouvement. Il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, pour vous dire, des fois, les gens qui résument l'hypertrophie à des choses très très simples, rien que les différences structurelles vont faire qu'on ne va pas avoir le même stimulus, euh, pour autant, même avec le même temps sous tension, etc. Enfin, Mhm. il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et là, j'en donne que quelques-uns. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde, mais que je me suis bien fait comprendre. Non, ça va. En gros, pour Bref. grossir le trait, le mec qui a des bras longs, il fait une rep. Celui qui a les bras courts, il a le temps d'en faire deux sur le même laps de temps. Voilà, et il faut C'est se un peu dire que le l'idée. mec, peut-être qu'il va faire une rep, il va passer plus de temps en phase excentrique et en phase concentrique, parce qu'elle a monté un peu plus doucement, etc., avoir du ralentissement. Enfin voilà, et Ouais. du coup, il va pas se passer les mêmes choses non plus dans ses muscles, tu vois. Mhm. Bref. J'aimerais aussi mettre du relief sur l'explosivité. Parce que, je sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté, peut-être pas dans ta salle indépendante, mais peut-être un fitness park. On a quand même de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers le bas volume et le contrôle de la charge à outrance. Euh, Influence Denis Gallo en partie. Tu avais parlé du coucher à 200 kilos. Pourquoi est-ce que Denis, il est dans le contrôle et il est lent? Parce que la charge qu'il utilise, si le mec se foire d'un iota dans son mouvement, enfin le tendon ou l'épaule, elle part, quoi. En fait, c'est pas par pur plaisir, c'est une contrainte, en fait. Sa série, elle est Faut nulle. faire attention. Il part en Bah oui. vrille. Ouais. Mm. Et je pense que la majorité des gens, ils en sont pas du tout à ce stade-là de devoir vraiment contrôler à fond parce qu'au moindre pas de travers, c'est la blessure qui guette. Je pense que c'est pas la majorité des gens actuellement. Ouais. Et tu vois, je suis regardé des mecs en street workout, et tu sais, il y avait ce truc de la no-rep à un moment, et il y a un mec qui a dit très justement, il dit, il faut être no-rep avant d'être rep, tu vois. Et c'est assez juste, c'est-à-dire que des fois, il faut que votre mouvement faut accepter qu'il soit pas parfait, que à des moments vous allez juste exploser pour envoyer et que c'est pas tout à fait parfait. Évidemment, il faut pas que ça vous foute en l'air ou que ça vous crée un risque de blessure. C'est là où il faut être intelligent et trouver un juste milieu. Mhm. Mais le fait est qu'à un moment, il faut accepter que c'est pas parfait, qu'on envoie, qu'on fait du sport aussi, qu'on fait de la musculation. Et ouais, ok, ben et puis bon, ce truc de ralentir la négative est très mal compris, hein. C'est les négatives accentuées. Les Ouais. négatives accentuées ou les négatives justement ralentissent ou fatiguent qui sont productives. Mais au contraire, la plupart du temps, les négatives, elles doivent être. Enfin,
Moi, tous les gens que j'ai vu bosser comme ça dans la pratique, et je crois que tu lis les livres de Gundil, c'est cité, c'est prouvé par des études, etc. Après, je veux pas dire, mais la plupart du temps, les gens qui ont des... Il est en train de montrer le bouton. Non, non, mais explosivité dans les premiers chapitres du tome 2. Voilà. Dans les premiers chapitres Méthode du tome 2. Gundil, il en parle, et c'est assez corrélé, ou en tout cas moi, ce que j'ai vu et pratiqué. Ben, plus t'es explosif, moins tu contrôles. Enfin, faut pas perdre le couloir en fait. C'est le Bah, truc important. C'est ça le truc important, c'est qu'en fait, faut pas après, perdre le il couloir y dans le a, mouvement, mais si vous pouvez être explosif en gardant un bon couloir au niveau du mouvement, c'est tout bénef. Et alors là, du coup, ça va faire rebondir les gens peut-être sur. Bah oui, bah du coup, les machines c'est mieux. Le truc, c'est qu'aussi il y a des facteurs, savoir gérer de l'instabilité. Savoir gérer ces choses-là, c'est quand même important en musculation. Parce qu'en fait, les machines, c'est bien beau, mais comme je le disais encore précédemment, il y a des gens, quand ils vont à l'échec sur machine, c'est de l'échec postural. Ça devient dégueulasse, c'est n'importe quoi. Si vous savez faire un bon développé couché, ou gérer des haltères, ou gérer des barres, ben, je vous garantis que quand vous passez sur une machine, c'est easy. Quand tu sais faire un squat très lourd, après, on va pas parler morpho, mais quand tu sais faire un squat très très ouais. lourd, on va dire que tu es bien fait pour. Souvent, quand tu passes sur un hack squat ou une machine, tu te dis c'est bon quoi. Là, j'ai plus qu'à envoyer les yeux fermés comme un porc. Et globalement, c'est là où la machine devient très très productive. Ce qui veut pas dire pour autant que vous devez vous passer des machines en tant que débutant. Mais il y a des choses qui se méritent dans toute pratique. Il y a le plaisir évidemment, je le répète, mais il y a aussi des choses qui doivent se mériter un petit peu. Ouais, il faut simplement faire les choses dans l'ordre. Et également pour les débutants, semi-débutants, faites quand même très attention à ne pas trop tirer vers le bas volume ou le contrôle. Je reste intimement persuadé que ça va se payer dans le temps. Si vous n'êtes pas capable quand même de sortir un certain volume avec des charges qui sont faibles, ça annonce quand même pas du bon pour les grosses charges. Enfin, si on est sur du top 7 back offset avec une barre de couche à 60 kg, je me dis, mais qu'est-ce que vous allez faire quand la barre, elle sera à 100, quoi? Parce qu'en fait, on va dire que méthodologiquement, vous êtes déjà au taquet de ce qui vous permet de forcer. Vous avez tout boost. En fait, vous avez mis tous les potins au maximum. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Sachant que vous n'avez plus de marge de manœuvre parce qu'en fait, les temps de récup, ils ont déjà explosé, donc vous n'allez pas non plus passer la journée à la salle. Vous êtes déjà en contrôle parce que vous êtes infligé ça tout seul. Enfin, vous êtes même parfois même équipé avec des genouillères alors que le squat il est à 60 kilos, vous avez déjà une ceinture. Enfin, quelle est la prochaine étape d'adaptation pour aller encore plus loin, pour encore dépasser votre stade initial? Et ben en fait, vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus. Le culturisme est un sport de force. Vraiment, ça j'en suis persuadé. Alors c'est un sport de force où on va dire que c'est le sport de force de l'esthétisme, enfin où on cherche l'esthétisme. Mais c'est un sport de On va dire force. force endurance un peu. Ouais, force endurance, mais c'est force. Mais globalement, c'est pas un sport d'endurance, un sport de force. Dans les sports de force, on apprend aussi à faire du travail cumulatif pour travailler sous fatigue. Parce qu'on sait qu'on va faire beaucoup de reps qualitatives, mais en fait, il n'y a pas que il y a pas que l'hypertrophie à rechercher, parce que l'hypertrophie, elle va être induite, bon, évidemment, par le muscle sous fatigue, mais en fait, dans l'absolu, bah, gagner certaines qualités physiques vont vous permettre de maximiser dans un second temps l'hypertrophie. Je dis pas qu'il faut faire des cycles de force et tout, ça doit s'inscrire de manière logique dans une progression. Donc là aussi, je le répète, en fait, si on suit bien des cycles de progression, ça s'inscrit de manière logique dans la progression. Et évidemment, après, on peut penser que si on suit des cycles comme on les a suivis très longtemps, c'est-à-dire avec des variations entre le volume et l'intensité, parce qu'on choisit de faire varier un facteur, voilà, et ben on peut arriver à terme, pourquoi pas, à faire des top set, back offset, mais ça doit faire partie d'une logique d'évolution qui tend vers le top set, back offset. Mais avant ça, ben, on a fait d'autres choses. Et ces autres choses, elles ont servi à avoir des top set, back offset très efficients, en fait. Et en fait, les gens grillent les étapes parce que vous rêvez. Clairement, vous rêvez, vous pensez que c'est une méthode magique et vous rêvez et vous grillez des étapes qui sont super importantes et en plus qui vont vous donner des résultats aussi. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Je pense beaucoup, quand ils passent directement à cette étape-là, c'est que déjà, ces étapes, en fait, elles sont super importantes, elles vont vous donner des résultats. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, on a aussi quand même peut-être aussi beaucoup enfin je dis influenceurs, qui ont oublié d'où est-ce qu'ils venaient Hmm. et qui pensent que ce qu'ils font aujourd'hui est la solution miracle, alors qu'en fait c'est simplement le résultat d'années d'entraînement et d'évolution. Sauf qu'on peut pas commencer par la fin. Enfin, quand je vois, je sais pas si c'était non, mais quand je vois aujourd'hui des coachs qui entraînent leurs
clients comme ils s'entraînent eux actuellement, alors que leurs clients sont débutants, semi-débutants, enfin, quand sur un exercice tu fais une série ou deux séries, bah, je vais être un peu cassant, mais t'as pas envie d'être musclé, quoi. Si tu fais une série, bah, tu t'entraînes pas vraiment, quoi. Tu t'entraînes pas vraiment. Mm. Quand bien même tu forces dessus. Tu forces dessus, tu vas à l'échec, enfin, ce qui est pour toi un échec, ah, t'aurais pu avoir 4 fois ton volume avec une intensité encore plus élevée si tu t'étais débrouillé autrement, je pense. Moi, C'est là-dessus, je te rejoins assez parce que ça répond aussi à notre pratique. Après, il y en a qui vont s'en sortir avec ça très vite, mais je pense pas que ça soit la les plus majorité. doués, Moi, je le vois les plus doués. chez mes clients, hein. Je leur fais faire des top 7. Je tentais une fois ou deux. Top 7, back offset. Les mecs, ils me disent non, mais je suis fatigué, je suis grillé, je sais pas, je progresse plus. Ils régressent direct. Ils n'ont pas la vie, Ouais. ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas la vie pour, pardon, c'est pas l'envie, ils n'ont pas la vie pour déjà gérer ça. C'est hyper fatigant. Et puis même, en fait, bah, ils n'ont pas les patterns. C'est pas ancré. Ils n'ont pas ils ont pas Mhm. le pattern n'est pas optimisé pour. Quand tu as 10 ans de muscu, 5 quand même, ou 10 ans de répétition d'un mouvement, forcément, tu te mets dessus, tu peux générer une très très grosse intensité comme un porc, et voilà. Mais Mhm. comme tu dis, faut toujours se souvenir d'où on vient, c'est super important, je pense. Il y en a beaucoup, Ah, beaucoup puis, qui oublient ce qu'ils les ont fait et d'où ils partaient. Et voilà. Ok. bah, Du coup, puis tu imagines une seule série pour t'entraîner et progresser, tu te foires, techniquement t'es pas bon, t'es mal placé ou autre, bah en fait t'as grillé ta seule cartouche, quoi. hmm, C'est fini. C'est complètement. fini. Donc bon. Complètement. Ah oui, non mais c'est clair. Je sais que par contre, voilà, au niveau de Romain, en sèche, ça peut s'entendre. Parce que en sèche, globalement, Oui. une constatation que moi je fais en tout cas, chez les athlètes qui ont un bon niveau, c'est qu'en sèche, on a tendance, en sèche importante hein, pour des compétitions, on a tendance à perdre un peu en capacité à répéter l'effort. Et souvent, quand on envoie une série, bah, tu l'as vu, c'est pas sur tous les groupes musculaires, hein, ça doit s'adapter au fur et à mesure Ouais, de la bah personne. si tu veux, je peux faire si tu veux, je peux faire un retour là-dessus de ce que Ouais. j'ai constaté ces derniers mois. Euh, Ça va déjà, dans un premier temps, surtout impacter les muscles qui sont les plus nerveux ou ceux qui sont le plus dépendants de votre poids de corps. Donc évidemment, quand je dis poids de corps, on pense aux pectoraux et aux développés. Le coucher, il va fondre en premier. Ça, c'est sûr. Ça. Et encore, quand je dis fondre, comme tu dis, c'est plutôt une question d'endurance. Là, à titre d'exemple, par exemple, j'ai fait quoi? J'ai fait des séries de 6-7 à 112 kilos. Hmm. Avec 10 kilos de poids de corps en plus en mangeant bien, bah, j'aurais peut-être fait 3 ou 4 séries à 112. Sauf que là, je sens bien qu'après ma première série, si je remets une barre à 112, je vais sortir quelques reps, mais en fait, on en revient au volume insuffisant pour que ce soit productif. Donc là, de dégraisser la barre pour pouvoir renvoyer du volume derrière et compenser bah, le manque que j'ai créé au préalable. Euh, c'est pour le moment, alors après attention, je suis au début de la sèche, ça va peut-être se gâter plus tard, mais c'est pour le moment beaucoup moins vrai sur le dos et sur les cuisses. Peut-être aussi parce qu'on a enfin, par rapport aux méthodes qu'on utilise, on a peut-être aussi plus de facilité à respirer sur ces mouvements-là, ce qui peut expliquer qu'on peut s'en tirer un peu plus longtemps dans le temps. Euh, Après, globalement, j'ai pas subi de grosses pertes. Ça impacte aussi les mouvements les plus taxants nerveusement. Oui, Enfin, c'est j'ai ça. pensé à du squat, à du coucher. Hmm. Honnêtement, normalement, vos exercices comme, je sais pas, si vous faites des élévations latérales ou autres, ça ne devrait pas trop être impacté, voire ne pas bouger. Par contre, les mouvements Hmm. les plus taxants, C'est ça. c'est là que ça va. Je suis d'accord. Même constatation. C'est Ouais. souvent en fait les mouvements, c'est ce que j'allais te dire justement. Au dos, on a majoritairement on utilise, même si tu utilises un peu les tractions, ton poids du corps il baisse, il y a une sorte de petite corrélation, tu arrives à conserver à peu près, tu vois. Parce que Ouais. voilà, les mouvements poids de corps, tout ça, souvent c'est ces mouvements qu'on utilise, et puis c'est des mouvements quand même où on va dire que c'est pas l'étirement qui est le plus galère. Ça, je pense que ça joue. Pour le dos. Après, il y a aussi le matériel utilisé pour le dos. On utilise beaucoup plus de machines parce qu'on veut se Mhm. préserver. On utilise beaucoup moins de rowing bar. On va utiliser plus de poulies. Donc, c'est des choses quand même, on arrive à gagner plus facilement. On arrive à avoir plus de, comme tu dis, de reste-pause aussi. Bah, Tandis puis c'est que plus doux. moi, c'est plus doux, etc. Tandis que Ouais. quand on bombarde sur même un rowing bar, moi, c'est pour ça que je suis assez partisan en sèche, en tout cas, de réadapter.
quelques petites choses sur l'entraînement de ce point de vue-là. Après, ça va dépendre de la personne, de l'athlète, et c'est pareil, ne changez pas les choses pour changer les choses, pour obéir à des grands principes. Voyez aussi comment ça se passe pour vous dans la pratique, hein, et réadapter les choses justement selon votre pratique. Voilà. Mais en tout cas, moi, je constate un peu les mêmes choses chez tout le monde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces gros exos comme le squat, le bench, tout ça, quand on est dans des bonnes sèches, tous ces gros exos qui demandent beaucoup de nerveux, ils, ils s'écroulent alors qu'on peut maintenir quand même un hack squat. On arrive à maintenir une presse à cuisse, même si c'est difficile, mais on peut trouver un peu de rage et tout pour la maintenir. Mais bon, même, sauf si on fait des séries très très longues, on se défonce. Ok, du coup, on a fait le bon programme, la bonne série. Peut-être juste une dernière chose pour la bonne série. Ouais, vas-y. Je pense qu'on peut pas échapper à la notion d'échec. Est-ce qu'une bonne série, c'est une série à échec? Anto. Moi? Non, non, non. Une bonne série, c'est celle qui vous fait progresser, c'est là où vous progressez en fait. Une bonne série, c'est là où vous avez progressé. Progresser, attention, ça va dépendre de plein de choses. Quand on fait des cycles de progression, il faut pas croire qu'on choisit un facteur à faire varier, mais en fait, on va progresser de plein de manières au cours de la variation de ce facteur. On va progresser peut-être en volume par rapport au cycle précédent. On va progresser, ça les gens, c'est pareil, on va progresser peut-être par rapport même au temps de repos, mais sans vraiment s'en apercevoir. C'est juste que dans la logique de faire varier le facteur qu'on a choisi, et ben, quand on va repasser par certaines phases par lesquelles on était passé auparavant, on va y repasser avec d'autres facteurs qui vont avoir évolué ou changé. Ouais, c'est un truc que je C'est traquais technique, moi hein, tout ce que aussi. je fais. Ouais, c'est un peu technique ce que je dis pour ceux qui font pas de cycle et tout, mais voilà. Par contre, non, clairement non. Une bonne série, c'est pas une série qui est à l'échec. Je suis d'accord. En fait, c'est pareil. On parle toujours d'un absolu sur l'hypertrophie. Mais comme je disais, il y a des choses qui vont impacter indirectement l'hypertrophie qui sont super importantes. Et parfois, bah, se prendre un petit peu de. Parfois, même faire. Repartir plus bas dans un cycle, reprendre de l'élan et partir un peu facile en retravaillant technique ou même en intégrant justement là des petites techniques où on va faire une petite pause en bas du mouvement pour recréer une standardisation parce qu'on aurait poussé trop loin le précédent cycle et on aurait dégradé un peu la technique et là on fait un réancrage technique, etc. au début de cycle, machin. Ça peut être facile, mais il n'empêche que tout ça, ça va être très productif pour relancer les choses ensuite sur de la haute intensité, tu vois. Et justement, oui, par contre, il y a un moment, il y a une réalité aussi. À un moment dans ton cycle, il va falloir que tu Ah oui. doubles les échecs. Il est clair, là c'est admis par tout le monde, oui, c'est ça qui va générer de l'hypertrophie, c'est d'être très proche de l'échec tout le temps. Mais est-ce que. Enfin, très proche de l'échec tout le temps, non, justement. C'est d'être proche de l'échec. Mais est-ce que tu dois y être tout le temps? Et puis nous, il faut bien se rappeler qu'en tant que pratiquant de musculation, on cherche à être bon sur tout un tas de mouvements. Et il y a des mouvements qui vont en impacter d'autres. D'accord? Vous allez faire le dos, bah peut-être que si vos dos n'ont pas récupéré, vous serez beaucoup moins stable pour le coucher ou pour faire vos pecs, même sur une machine. Vous allez faire du dos, ça va peut-être encore impacter vos triceps, c'est la longue portion. Et du coup, vous serez moins efficace sur vos mouvements de poussée. Donc, c'est aussi trouver un équilibre avec tout ça pour pouvoir progresser de partout. On n'est pas comme des powerlifters ou des streetlifters où on a 3 mouvements sur lesquels il faut se défoncer, 3, 4 mouvements, et puis basta. En fait, nous, on veut progresser de partout. Donc, il faut savoir aussi, des fois, jauger l'intensité pour arriver à être bon sur tous les points. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que c'est que de l'intensité? Qu'est-ce que c'est qu'une série à l'échec? Nous qui abusons du rest-pause, on a quand même une notion de l'échec qui est très poussée par rapport à beaucoup de personnes. Ouais, c'est là où on pourrait reposer la barre, on va souffler, on va refaire de reps, on va ressouffler. Je pense par exemple les mouvements sur lesquels ça se fait facilement, typiquement des curls par exemple. À 10-12, des fois tu sens que ça commence à tirer, finalement derrière tu es quand même capable de rechercher encore 8 reps. Ouais, même au front squat. Mais oui, même au front squat. Après il y a toujours des exercices sur lesquels c'est plus adapté que d'autres. Par exemple, je sais pas si tu l'as constaté, mais les pecs, le respo, c'est quand même beaucoup plus difficile. Tu resposes, mais tu sens quand même que ça continue un peu à te taxer. Donc, ouais, mais ça c'est nous. Mais en fait, les gens qui ont une hyperlaxité des coudes, par exemple, je me rappelle comment elle s'appelait. Putain, elle était super forte au coucher, elle faisait les super physique game. Moi, je sais que je reste pose au coucher, j'ai 2 reps. Maxi, hein. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle reste posée, elle t'envoyait 3 reps. Elle reste posée, elle t'en renvoyait 2. Elle reste posée, elle t'en renvoyait 2. Enfin, tu vois, et Lucie, je crois que c'était de mémoire. Et en fait, elle avait une capacité à rester posée au coucher grâce à l'hyperexcité. Yann Squazek,
aussi, je crois qu'il a une hyperlaxité des coudes. S'il nous écoute, voilà. Je pense pas, mais on sait jamais. Et hyperlaxité des coudes, bah lui aussi, en fait, il avait une capacité de reste-pause au coucher qui était énorme. D'ailleurs, il était super bon en série longue. Vous pouvez retrouver des perfs. C'était un monstre. De toute façon, c'est un monstre. C'est un salaud. Il est doué et tout, et c'est un monstre. Et mais voilà, ouais, ouais. Non, non, ça c'est nous. Par contre, là, quand on n'a pas de l'hyperlaxité des coudes et qu'on a au contraire un angle qui est un peu fermé au niveau du bras, c'est pas mal pour les tractions et tous les mouvements de dos. Souvent, parce que du coup, on va pas repartir sur un gros déficit articulaire, on va pas repartir sur un gros déficit musculaire parce qu'on va pas être surétiré sur les tractions et on peut beaucoup rester posé. Moi, c'est ce qui m'arrive aux tractions. Je sais que je peux. Aux tractions, j'ai justement la capacité de faire ce que je te disais au coucher. Renvoyer, renvoyer. Des fois, je suis à l'échec à 5. Je reste comme ça, je peux en renvoyer 5 derrière en fait. Enfin, 5 derrière. 3, 2, 1, tu vois. Beaucoup plus. Et au rowing, encore pire. Donc, ça, c'est assez dépendant. Ouais, bah ça corrobore parce qu'effectivement, j'ai plus de facilité à respo sur des mouvements de dos. Les cuisses, ça se fait normalement assez bien pour tout le monde. Ouais. Enfin, surtout sur machine, franchement. Ouais, sur machine, ouais. Les épaules, je pense que le mental, il aura craqué avant, avant les épaules, malheureusement. Ouais. Ah oui, oui, non, mais ouais. Non, mais, enfin, je pense que peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas conscience à quel point on peut pousser des séries d'épaules. Enfin, en général, on arrête parce que ça brûle. Ouais, c'est ça. C'est ce qui nous fait arrêter, c'est parce qu'on crame et. Leg extension aussi, ça marche très très bien. Ouais. Ouais, le leg extension, ouais, c'est le leg extension, je crois que c'est le pire truc en série longue parce que ça te crame à mort. Et Ouais, ça crame. C'est mental en fait, c'est hyper mental. Et certaines machines à ischio aussi, c'est vraiment mental, ça te brûle, un truc de fou. Mais tu vois, je trouve ces séries-là beaucoup plus difficiles, ces séries longues. Ouais. Longues, j'entends, aller même du 20 reps, pour moi c'est déjà long entre guillemets. Je les trouve quand même beaucoup plus difficiles à réaliser que des séries de 8. Enfin, un couchant en série de 8, en fait, tu sais que quand ça coupe, bah ça coupe, t'en as plus dans le sac. Une série longue, tu serres un peu les dents, tu resposes un coup, tu sais que tu peux ressortir quand même pas mal de reps. Et c'est là qu'il faut réussir à aller les chercher. Ouais. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de séries que j'ai fait, je les avais pas filmées, mais des séries sur le Magic Triceps, mais des trucs, des trucs à crever, quoi. Franchement. Tiens, après je pense qu'on a bien fait le tour de l'entraînement. Ouais, on a fait un tour vite fait, c'est pas mal. Ouais, on a parlé du programme, des séries, ce que pour nous était une bonne série, les facteurs à prendre en compte, en tout cas selon nous. Comment mener plus ou moins une progression. On reviendra peut-être dans des podcasts, là on parlera diète et mindset. Je pense qu'un jour il faudra qu'on se fasse quand même un peu les cycles de progression. Ouais, ça pourrait aider pas mal de monde. Alors après, ça sera un peu difficile à expliquer à l'oral parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut expérimenter, mais peut-être qu'on pourra donner quelques billes. Ouais, bien sûr. Tiens, allez, pour finir ce podcast, juste une question, c'est... Tiens, donne une perf, tu vois, bah tiens, on parlait de série longue, une perf en série longue dont t'es fier, t'as parlé du Magic Triceps, mais est-ce que t'en as une vraiment Alors, pour me souvenir des chiffres, si j'ouvre mon log sur SP, je devrais retrouver quelques trucs, mais... Un référentiel, tiens, entre une série longue, tu vois, où tu restes posé beaucoup, et la différence par rapport au lourd que t'as fait sur ce mouvement. En série courte, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pour donner une idée aux gens, justement, de ce qui... Tu vois, je vais te donner un exemple. Ce que ça donnerait sans respose. Moi, tu vois, je faisais 10 à 130 au front squat. Ouais. Et j'ai réussi à sortir 22 à 110 au front squat pour les super physique game avec rest pause. Alors que en théorie, voilà. Alors c'est pas une série de mois, mais j'ai un souvenir qui sera impérissable. Là, tu prends une leçon d'intensité. C'était June pendant les SP Games. Je sais pas, elle était pas très bien et tout. Elle se met au squat avant, elle sort de ses reps et à 10, tu la vois fatiguée. 10 ou 20, je sais plus. Et là, elle t'en ressort le double. Boum. Mais tu sais, en plus, je la connaissais pas encore. Tu vois une nana et tout, tu dis pas, elle est en train de m'atomiser, me met la misère, quoi. Et je la regardais faire et je me dis, putain, mais tu vois qu'elle en peut plus. Elle a envie de lâcher la barre et ça sort. Et tu te dis, mais bon sang, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter, quoi? Ouais, c'est clair. Mais non, mais vraiment, t'as des choses comme ça. Après, à titre personnel, par exemple, avec le temps, j'ai quand même tendance à de moins en moins respose, dans le sens où je sens que ça engendre toujours plus d'intensité, que pour en récupérer, c'est difficile. Mais en temps classique, je sais pas,
J'aurais pu commencer à respose des fois à 10 reps parce que press accuse typiquement. À 10 reps, des fois tu sens que ça commence à tirer, tu te dis ouais, j'en ai encore deux dans le sac et finalement tu rajoutes le double en question de volume quoi. Tu rajoutes le double. Ouais, c'est ça. Mais ouais, des fois ça peut vraiment varier du simple au double et les épaules j'en parle même pas. Là c'est là tu passes dans un autre monde. Ah ouais, Ouais, bah, déjà quand t'as fait 50 reps sur des épaules c'est vrai. et mais tu sais qu'en forçant, tu pourrais quasiment refaire le double. Ouais. Sauf qu'en fait ta série elle durait 5 minutes quoi. Et si tu fais ça, bah ta séance elle est terminée, tu peux plus rien faire derrière ça. Ouais, carrément. T'as pas un exemple toi Ouais, moi, de c'est ce que je perf disais, front squat. Front squat, Ouais, ah je me oui. rappelle, quand j'ai passé mes 10 à 130, alors c'est pas une série longue, mais dès la première, j'avais envie de crever. Clairement, je me sentais écrasé par la barre. En plus, ça tombe du Ouais. clavicule, c'est un truc de fou. Je me dis, putain, je vais jamais me relever. Et en fait, t'envoies. Tu poses le cerveau parce qu'il fallait pas reste posé, c'est pas reste posé 10 minutes. Et c'est pas le reste pose comme on entend, hein, on a le Ouais. droit de poser la barre. Donc, c'était 3 respirations, tu repartais. Et en fait, tu te dis, putain, mais dès la première, tu te dis, mais je vais mourir sous la barre, j'en ai que 3, tu vois. Et en fait, tu renvoies. Et pareil, quand j'ai fait la perf à 110, d'ailleurs, je crois que j'avais fait pareil que Kylian blessé. J'étais assez fier. Kylian s'est fait mal, je crois, et je me rappelle, et on avait fait le front squat tous les deux. Et enfin, voilà. Et les 22 à 110, ouais, c'était Ouais, pareil. En fait, t'en as fait 12. Tu commences à être essoufflé, la barre elle te fait mal, tu te dis putain la galère, t'en fais Bah, 16 et là tu te dis et surtout un après squat avant sur lequel tu peux pas respirer, hein. ouais, après Le squat avant avec la barre dans la gorge, là faut en vouloir. Là faut en vouloir pour sortir. bon bah écoute 1h30. Est-ce que on m'a demandé dans les commentaires des fois de conseiller des livres, des lectures ou des Ouais, formations bien parce que sûr. ça pouvait intéresser des personnes. Ouais. Est-ce que tu as des livres à proposer en lien avec l'entraînement? Alors évidemment, je pourrais te parler des méthodes de Lavier, ça c'est évident. Ouais. Moi franchement, alors si là on va parler plus pour faire des ouvertures, on va dire, pour un débutant, Mhm. quelqu'un qui débute, je conseille 2 livres. Je vais pas les montrer parce que du coup c'est par voie orale. Je conseille vraiment J'en ai préparé deux à côté. le livre Peut-être de que je les ai Rudy. dans la main. Moi je Je l'ai conseille. pas, mais je pensais en parler, mais je l'ai plus ce livre. C'est quoi? Je trouve que c'est une bonne première approche. Bah, je peux pas le montrer parce que je l'ai plus, C'était quoi? mais bah, le livre de Rudy. Ouais, Je voulais voilà. en parler aussi, mais je l'ai pas là. Donc je l'ai, ouais, moi je l'ai, mais musculation naturelle de Rudy. Au niveau de la nutrition de la force, qui est très bien de Vénesson. Voilà, enfin, On en reparlera peut-être sur le podcast nutrition. nutrition. Et puis la Ouais. méthode de Lavier 1, et prenez le 1. Prenez le 1. Alors, méthode de Lavier 1, ça va être bien pour votre culture, pour évoluer dans la musculation. Rudy, c'est bien pour vraiment attaquer avec les bases et au pire, vous ferez évoluer certaines choses, vous ferez vos propres tests. Rudy, pour moi, ça se tient très 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 longtemps, jusqu'à un niveau intermédiaire plus, voire avancé, hein, il n'y a aucun souci. Et après, bon, voilà, il faut aussi faire ses tests et se faire son expérience. Mais ouais. Mais méthode de la vie 1, c'est bien aussi pour comprendre les concepts, comprendre les trucs de boîte à outils, comprendre que bah, les techniques d'intensification, comment ça fonctionne, à quoi ça sert réellement. Et voilà, tout un tas de trucs qui pour moi sont super importants, introduire à la morpho-anatomie. Puis surtout, bah, ils proposent des programmes qui sont très accessibles avec poids et haltères, même sans banc. Donc c'est con, mais c'est vachement bien pour les débutants et les gens qui commencent à s'entraîner Ouais, chez eux. T'es ado, tu prends la méthode de Lavier, construis une très bonne base. c'est ça. Moi, je pensais également au tome 2, qui est pas mal. Enfin, pour moi, celui-ci, c'est vraiment la Bible de la musculation. Attention, par contre, j'émets des réserves. C'est une boîte à outils. Elle est très fournie. Il y a beaucoup de choses. Faites attention non plus à ne pas vouloir tout mettre en œuvre, vouloir tout essayer, parce qu'en fait, on a vite fait de s'en mêler, de se dire, oh, je viens de dire ça a l'air trop bien, faut que j'essaye, et l'entraînement ressemble plus à rien, et on est en train de tout tester, et finalement, on teste plus qu'on s'entraîne. Mais si vous avez un peu d'expérience, allez, j'ai envie de dire 2-3 ans de muscu dans les pattes, le 2, franchement, il est Ouais, pas mal. complètement. Ouais. Après, On a fait voilà. le tour? Toujours à contextualiser, puis à remettre à votre niveau et selon qui vous êtes et ce que vous êtes. Toujours important. Ouais, bah oui, je pense on a fait un bon gros tour de l'entraînement. On a répondu aux questions sur la bonne première partie du podcast, qui était une bonne introduction au mindset et du coup à tout l'environnement, enfin voilà, l'environnement, même le lifestyle et l'environnement autour de la musculation. Et quel recul prendre sur les sujets.
Bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Bah, vous voyez qu'avec Romain, on n'a pas forcément tout le temps des opinions, les mêmes opinions, exactement les mêmes opinions. Alors on se retrouve sur beaucoup de points, Ouais, sur les valeurs, ça se regroupe à 98% sur... quand même, quoi. Ouais. Moi, je suis plutôt gentil. J'ai pas d'avis très tranché sur les choses. Souvent, j'ai pas d'avis très, voilà. Mais Romain, il est plus J'ai- tranché. J'aime j'aime bien, j'aime bien trancher, au moins comme ça, Ouais. ça compensera, tu vois. Bah, t'as Non, mais raison. Mais il y a des choses, il y a d'autres choses sur lesquelles je pourrais avoir un avis peut-être un peu plus tiède. Mais ouais. le feed game, c'est un truc qui me chauffe un peu, tu vois. On en reparlera avec la science. Ouais, il y a pas de souci. Oui, on parlera de tout ça. Mais dans la partie mindset, je pense que ça a bien sa place parce qu'en fait, la partie Ouais. mindset, ça va être vraiment viser à vous. euh, enfin, dans quel état psychologique aborder la musculation. Et ça, c'est vachement important. Et du coup, c'est vachement aussi dépendant des réseaux et de qui vous suivez et voilà, Mhm. des gens que vous suivez. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci si vous êtes arrivé au bout du podcast. C'était du coup l'épisode 1, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre, alors mettez principalement des commentaires sur YouTube parce que sur Spotify, enfin moi je suis pas très doué encore avec Il n'y a ça. pas de commentaire. Voilà, donc Sur Spotify, il me semble qu'il n'y a pas de commentaire. Donc, bah, mettez des commentaires sur YouTube si vous avez des questions ou posez-les-moi par Instagram ou si vous êtes sur le forum Superphysique, n'hésitez pas. Allez les poser directement sur le log de Romain. On note tout, on essaye de répondre. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis, si vous avez aimé, mettez-nous un petit like, ça fait plaisir aussi. Voilà. Et, ou repartagez-nous, c'est encore mieux. Et puis, t'as bah, quelque chose à dire? merci également à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur le premier épisode. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Si Bah en oui. plus ça peut aider du monde. Alors pour le moment, je pense qu'on touche pas encore les débutants, ceux qui auraient vraiment besoin d'aide, mais ça fait toujours plaisir. Après, chacun, même si évidemment, on le répète, on va pas révolutionner les choses, c'est pas le but, nous on se fait plaisir avant tout. On essaye d'apporter à ceux qui vont nous écouter, qui vont tomber sur nous, qui vont accrocher avec nous, on essaye aussi d'apporter notre vision des choses, mais notre vision des choses, très clairement, elle vient d'une école commune, hein, dont Romain porte le pull, que vous ne voyez pas, mais super physique. On va pas, très sincèrement, aucun coach actuellement aucun coach n'innove réellement. Ah, attends Romain, je ferai un coup. Attendez les filles, j'arrive. Oui, attends 2 secondes, j'arrive. D'accord, j'arrive. Oui, j'arrive. Ça, c'est l'heure qu'il faut y aller. Tu vois, on a fait 1 heure et demie, c'est trop Ouais, long. c'est Faut qu'on ça. coupe. Ouais. Ok, et du coup, donc je disais. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompu par mes filles, donc il y a encore un cut. Mais là, on va finir. Oui. Où j'en étais? Je sais plus non plus. Oui, ne pas réinventer la roue, Ouais, on va pas réinventer la etc. roue. Par contre, voilà, le but, c'est vraiment que les gens qui accrochent avec nous, on puisse leur filer peut-être une piste de départ qui soit, en tout cas celle qu'on a eue et qui nous a fait évoluer et qui nous a beaucoup fait progresser. Voilà, Mhm. très simplement. Ouais, j'en avais parlé un peu sur mon log. Ceux qui avaient écouté de Superphysique étaient d'accord. En fait, on écoute surtout pour, certes, réviser un peu, mais après, c'est aussi passer un bon moment avec des personnes qui nous ressemblent et avec qui on partage des valeurs communes. Mhm. Voilà, ce Complètement. sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Bon, et Ouais. Ciao tout le monde. à l'épisode 2 sur la nutrition À et l'épisode l'épisode 2. 3 sur le mindset. Et puis après, on verra. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. À plus!